Takuto était un garçon en phase terminale qui s'est réincarné dans le monde de son jeu préféré après sa mort, aux côtés de son personnage de jeu préféré. Alors qu'ils décident de construire un empire ensemble, comme ils l'ont fait dans le jeu, ils ignorent que Takuto est né de nouveau en tant que légendaire roi de la ruine, qui détruira le monde pour qu'il puisse renaître. Takuto est un garçon en phase terminale qui passe la plupart de son temps à jouer à un jeu de stratégie de construction de civilisation appelé Eternal Nation. Un jour, alors qu'il recommence le jeu après avoir tout accompli, il meurt tranquillement. Il a l'impression de sombrer dans l'obscurité, et lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve assis sur un trône de pierre au milieu d'une forêt. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais une silhouette familière apparaît devant lui. Takuto reconnaît immédiatement la femme comme étant Atu, la sorcière des boues, son personnage préféré d'Eternal Nation. Il se souvient comment il a décidé de jouer à Eternal Nation au niveau le plus difficile en choisissant le royaume de la ruine et Evil Manara comme point de départ. Heureusement, cela incluait Atu, un personnage incroyablement faible au début mais qui absorbe les capacités des ennemis qu'elle vainc et devient la plus forte à la fin. Atu appelle Takuto son roi, et il se demande s'il s'agit d'une sorte de jeu de rôle auquel il doit participer. Cependant, Atu lui dit qu'il n'a pas besoin d'y réfléchir autant car elle sait déjà tout. Elle connaît son nom, ainsi que le fait qu'il n'a jamais touché de l'herbe de sa vie. Il était le pro parmi les pros qui ont terminé le jeu en difficulté cauchemar avec la civilisation la plus complexe. Takuto est stupéfait d'entendre qu'elle sait qu'il était un joueur et qu'elle était un personnage dans le jeu, et Atu lui dit qu'elle se souvient aussi de toutes leurs parties. Elle connaît son style de jeu, ainsi que tout ce qu'il lui a dit à travers l'écran, et toutes les fois où il a craqué dans son nom. Takuto est incroyablement heureux de réaliser qu'il peut parler à son personnage préféré face à face, et Atu lui dit qu'elle est encore plus heureuse. Il lui demande alors si c'est le paradis et si elle l'a convoqué ici, mais Atu lui répond qu'elle a aussi été convoquée ici. Quant à l'endroit, elle a l'impression que c'est comme le monde d'Eternal Nation. Elle s'agenouille rapidement devant Takuto et lui prend la main, disant que puisqu'ils sont ici ensemble, peu importe l'endroit. Elle dit qu'ils devraient s'associer à nouveau et construire une civilisation juste pour eux deux. Takuto ne sait même pas quoi dire, alors qu'Atu le tire de son trône, lui disant qu'ils ont conquis le monde plusieurs fois par le passé et qu'ils devraient considérer cela comme une chance pour un tout nouveau départ. Takuto aime l'idée et demande à Atu de le servir pour former une civilisation glorieuse, ce qu'elle accepte avec joie. Puis elle fait semblant d'être une sorcière badass et lui jure officiellement fidélité, mais tous les deux sont embarrassés par ces dialogues cringeworthy. Ainsi, Takuto dit à Atu qu'elle sait déjà quelle est la première chose qu'ils font à Manara. Elle confirme, disant qu'ils vont devenir des reclus et cacher leur existence au reste du monde. La prochaine chose que fait Takuto est d'utiliser sa compétence d'urgence pour produire un insecte géant afin d'explorer les environs. Takuto et Atu discutent du fait que c'est l'une de leurs règles de base de cacher complètement leur présence aux autres joueurs en début de partie, et que ces éclaireurs sont utiles pour recueillir des informations sans se révéler. Takuto ordonne ensuite à l'insecte de recueillir des informations sur les environs, et il part immédiatement en mission. Atu est surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses se passent aussi bien dans ce nouveau monde inconnu. Takuto lui dit qu'il ne peut partager que la vision de l'insecte, comme dans le jeu. Il ajoute qu'il a dépensé la moitié de son mana pour créer l'éclaireur et que maintenant, son meilleur choix est de créer une colonie de départ pour eux. Il aimerait avoir un peu plus de mana pour créer un combattant afin de les défendre, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Atu est un peu déprimée en entendant cela parce qu'elle est vraiment faible maintenant et ne peut même pas se protéger, sans parler de Takuto. Quoi qu'il en soit, Takuto continue d'explorer la zone à travers les yeux de l'insecte et dit qu'il n'y a rien d'autre que la forêt ici. Atu est triste parce qu'elle ne peut pas l'aider pour l'instant, mais il lui dit que sa présence lui suffit, et elle est très heureuse en entendant cela. Juste à ce moment-là, l'insecte tombe sur un groupe de sombres elfes pauvres et fatigués. Atu dit que c'est une bonne nouvelle pour eux parce que les sombres elfes sont une espèce neutre, bien qu'ils penchent un peu vers le côté neutre mauvais, et que leur royaume est aussi neutre mauvais légal. Cependant, cette nouvelle inquiète Takuto, qui commence à se demander si c'est vraiment le monde d'Eternal Nation. Il se dit que s'il y a une autre civilisation à proximité, son royaume va certainement être détruit maintenant. Mais Atu lui dit que s'ils sont en danger, ils fuiront ensemble. Takuto lui dit qu'elle a parfaitement raison, et il décide de garder un œil sur les sombres elfes tout en explorant davantage la zone pour l'instant. Pendant qu'ils font leurs chants et célébrations ridicules, un groupe de sombres elfes arrive soudainement. Ils sont aussi choqués de voir Takuto et Atu que Takuto et Atu le sont de les voir, et Atu décide de risquer sa vie si son maître est en danger. Il s'avère que le leader des sombres elfes, Geiya, était en mission pour trouver de la nourriture pour son peuple, trop fatigué et affamé pour bouger. Son assistante lui a dit qu'il ne devrait pas être dans cette forêt parce que les légendes disent qu'une chose incroyablement maléfique est scellée ici. Mais Geiya lui a dit qu'il ne peut pas reculer à cause de cela, son peuple a besoin de lui. Alors qu'il pensait cela, il est soudainement face à face avec Atu et Takuto, qui lui semblent être les avatars du mal. Il est frappé par la peur car il ne voit qu'une silhouette noire à la place de Takuto, et maintenant il est sûr que les histoires sur quelque chose d'incroyablement maléfique ici ne sont pas fausses.
Il pense que s'il fait une erreur ici, tout son clan pourrait être anéanti, alors il s'agenouille rapidement devant Takuto et se présente. Ses suivants font de même, et Geiya s'excuse auprès de Takuto pour avoir pénétré sur son territoire. Atu commence soudainement à agir comme une gangster et dit que c'est bien de voir qu'ils connaissent leur place. Elle lui demande pourquoi les sombres elfes sont venus ici, et Geiya commence son histoire triste pour obtenir de la sympathie. Cependant, Atu s'ennuie et lui dit d'aller droit au but, ce qui lui fait très peur. Il lui dit immédiatement que son clan a été banni par le conseil et qu'ils sont persécutés même maintenant. Soudain, Takuto lui demande s'ils ont rencontré de grandes difficultés, et Geiya se fiche de panique. Mais quand Atu lui dit de répondre à la question du roi, il explique que leur clan a été puni injustement et qu'ils ont été forcés d'entrer dans ces terres maudites pour rester en sécurité. Cependant, leurs réserves de nourriture ont pris fin il y a une semaine, et maintenant son peuple meurt de faim parce qu'ils n'ont pas pu trouver de source de nourriture ici. Geiya commence à penser aux épreuves que son clan a traversées alors qu'ils voulaient juste vivre en paix. Il se demande si Takuto sera cruel avec eux aussi, mais à sa surprise, Takuto lui lance quelques pommes, lui disant qu'il devrait les essayer car elles sont délicieuses. Geiya n'a jamais vu de pommes auparavant et en doute, mais ses suivants n'ont pas sa patience et commencent à dévorer les pommes en s'exclamant sur leur douceur. Takuto crée soudainement des poires aussi, et Geiya est complètement stupéfait. Atu lui demande pourquoi il ne mange pas les fruits que son maître lui a gracieusement offerts, et le sombre elfe s'incline immédiatement devant Takuto, disant qu'il y a plus de gens dans sa tribu qui meurent de faim. Il veut les nourrir, surtout les enfants, avant lui-même, et Takuto a pitié de lui. Il commence à invoquer une énorme quantité de nourriture, ce qui horrifie Atu et choque Geiya. Les sombres elfes comme lui ont toujours été discriminés parce que les gens croient qu'ils appartiennent au côté obscur, et personne n'a jamais essayé de les aider avant maintenant. Il demande à Takuto qui il est exactement, mais Takuto lui dit simplement de prendre la nourriture pour son peuple. Geiya et ses suivants retournent bientôt à leur camp avec la nourriture, et tout le monde peut enfin manger à sa faim. Geiya, cependant, refuse de révéler comment il a obtenu la nourriture aux autres elfes. Mais la nuit, alors qu'il est assis seul près du camp, l'ancien du clan arrive. Il remarque que les fruits qu'il a apportés plus tôt étaient différents de tout ce qu'il a vu dans sa longue vie, et qu'ils étaient plus savoureux que tout autre fruit. Il demande à Geiya où il a obtenu ces fruits, et Geiya raconte à l'ancien sa rencontre avec l'être maléfique légendaire. L'ancien est choqué parce que Geiya a rencontré le roi de la ruine, mentionné dans les livres anciens. Il dit que selon ces livres, lorsque le monde sera trop plein, le roi de la ruine apparaîtra et détruira le monde pour qu'il puisse recommencer. Geiya a l'impression que Takuto correspond à la description du roi de la ruine, mais en vérité, il n'a même pas compris un seul mot de ce que Takuto a dit, il a seulement agi sur les indices du comportement d'Atu. L'ancien n'est pas sûr de cela pour l'instant, mais il demande à Geiya s'il a donné quelque chose à Takuto en échange de la nourriture. Geiya dit qu'il n'a rien donné en retour, et l'ancien dit qu'aucun être maléfique ne ferait preuve de pitié sans obtenir quelque chose en retour. Cependant, Geiya croit que Takuto est un être miséricordieux qui a eu pitié de la souffrance de son peuple, ce qui met l'ancien en colère. Il demande à Geiya comment il peut parler d'un être maléfique avec autant de respect, mais après un débat, il réalise que Geiya a fait de son mieux et a obtenu de la nourriture pour son peuple. Après cela, l'ancien Moltar déclare qu'il négociera avec le roi des ténèbres en tant que sombre elfe le plus âgé, et espérons que leur clan pourra obtenir la vie paisible dont ils ont toujours rêvé. D'un autre côté, Atu reproche à Takuto d'avoir utilisé son mana pour créer de la nourriture pour les elfes alors qu'il n'en a pas assez. Mais dès qu'il lui dit de ne pas être en colère contre lui parce qu'il a besoin d'elle, elle recommence à agir comme une tsundere. Le lendemain, Geiya se prépare à rendre visite à Takuto à nouveau, et l'ancien Moltar lui demande s'il est prêt à faire face au roi. Il croit que puisqu'ils ont déjà accepté la charité du roi des ténèbres, ils doivent être prêts à payer n'importe quel prix qu'il demande en retour. Geiya objecte, disant que Takuto n'a jamais rien dit de tel, mais Moltar répond que c'est la nature des êtres maléfiques de demander une compensation en échange des bonnes actions qu'ils font. Cependant, il convient qu'ils doivent continuer à compter sur Takuto pour survivre car aucun autre endroit n'est sûr pour eux. Les deux décident d'aller voir Takuto ensemble, ignorant que son éclaireur insecte les surveillait tout ce temps. Takuto rappelle immédiatement l'insecte pour qu'il lui fasse un rapport, et quand il apprend que les elfes arrivent, il souhaite simplement qu'ils prennent le reste de la nourriture qu'il a préparée pour eux hier et partent tranquillement. Il est nerveux alors qu'il explique qu'il ne peut pas communiquer correctement, donc il ne sait pas s'il peut négocier avec les sombres elfes. Atu lui dit qu'elle le fera pour lui, et cela montrera aussi aux sombres elfes que son roi ne parle même pas à des gens comme eux. Peu après, Moltar et Geiya arrivent, et le vieil elfe salue Takuto avec une salutation générée par ChatGPT, le remerciant d'avoir fourni de la nourriture à son peuple. Il demande ensuite s'il peut connaître le nom de la personne qui les a aidés, et avec la permission de Takuto, Atu partage son nom, le déclarant comme le roi de la ruine. Les deux sombres elfes sont choqués de voir leurs craintes confirmées, puis Atu leur dit de prendre la nourriture et de partir car elle ne durera pas de toute façon. Cependant,
Moltar dit qu'il veut remercier Takuto pour la gentillesse qu'il leur a montrée et demande ce qu'ils peuvent lui offrir en retour. Atu leur dit simplement qu'ils n'auront rien qui satisfera son roi de toute façon, donc ils ne devraient même pas essayer. Elle demande aux elfes s'ils ont vraiment quelque chose qu'ils considèrent comme précieux, et Moltar hésite car il n'y a plus rien de tel avec eux. Atu lui lance un regard mortel en le voyant hésiter et demande s'il complote quelque chose. Moltar commence à paniquer, et Takuto réalise que la négociation se passe très mal maintenant. Il appelle soudainement Atu pour discuter de leur approche, et elle se fâche parce que Takuto prévoit d'être trop indulgent. Elle lui dit que ces deux losers ne savent même pas négocier, et à ce rythme, ils ne deviendront qu'un obstacle sur son chemin. Elle suggère de tous les tuer et de mettre leur tête sur des piliers autour de leur base, mais Takuto lui demande d'arrêter de se transformer en ce peintre autrichien. Il dit que les elfes veulent simplement coexister pacifiquement avec lui, et qu'ils veulent le rembourser pour la même raison. Il suggère de leur demander de payer d'une manière qu'ils peuvent, plutôt que de leur donner de la nourriture gratuitement, car cela maintiendra une bonne relation avec les elfes. Atu ne peut pas argumenter contre cela, et elle dit aux elfes que son roi a décidé d'accepter leurs offrandes. En voyant le soulagement sur le visage de Moltar, Takuto et Atu réalisent qu'il était si nerveux parce qu'il considérait Takuto comme un être maléfique typique. Atu le réprimande pour cela, mais ensuite elle est confuse sur ce qu'il faut demander en retour de la nourriture. Soudain, Takuto a une idée et lui dit de demander aux elfes des informations sur le monde extérieur. Moltar est vraiment content d'entendre cela, et il jure de raconter à Takuto tout ce qu'il a vu et entendu dans le monde extérieur en détail. Atu dit qu'une fois qu'il aura fait cela, il est censé quitter la forêt avec sa tribu immédiatement, ce qui choque Geiya et Moltar. Ils disent qu'ils aimeraient continuer à vivre dans la forêt sous la pitié de Takuto, mais Atu leur dit d'arrêter d'être gourmands s'ils veulent vivre. Geiya essaie de discuter, mais Moltar le fait taire, disant qu'ils doivent obéir à l'ordre du roi. Ils commencent à partir, mais maintenant Takuto se sent mal de les avoir chassés. Il a soudain une idée et dit à Moltar et Geiya de devenir ses citoyens. Tous deux sont choqués d'entendre cela, mais pas autant qu'Atu, qui demande à Takuto ce qu'il est en train de faire. Il lui rappelle le système de réfugiés dans le jeu, qui leur permet d'accueillir différentes espèces comme citoyens. Il remarque que puisque les sombres elfes sont une espèce neutre, ils s'adapteront facilement à la tribu maléfique de leur royaume, et ensuite ils pourront coexister avec les autres espèces vivant dans leur royaume. Atu est toujours dubitative parce que les espèces d'alignement maléfique ont tendance à avoir des conflits entre elles, mais Takuto lui rappelle que leur espèce principale, appelée homunculi, ressemble à des humains démontés et mal remontés, et qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps avec eux. Atu est immédiatement d'accord avec lui dès que l'image effrayante des homunculi lui vient à l'esprit. Elle se tourne vers les deux elfes, leur disant que Takuto prévoit de construire un royaume ici bientôt, et qu'il est prêt à les accepter comme ses citoyens s'ils promettent de le servir. Moltar est surpris par cela, et il demande à Atu ce qui se passera s'ils choisissent de devenir ses citoyens. Elle leur dit clairement qu'ils deviendront des êtres maléfiques, mais elle leur dit que c'est plus amusant qu'ils ne le pensent d'être maléfiques. Peu après, Takuto et Atu se rendent à la colonie des sombres elfes, où tout le monde est prêt à l'accueillir. Tout le monde a peur de lui, et certains des plus faibles s'évanouissent rien qu'en l'apercevant. Takuto prend place sur son trône avec Atu à ses côtés, qui dit aux sombres elfes qu'ils vont maintenant devenir les citoyens de leur royaume, Manara. Elle demande une dernière fois à Takuto s'il en est sûr, et dès qu'il donne sa permission, les elfes sont acceptés dans son royaume. Atu les félicite car maintenant leur survie et leur sécurité sont garanties par leur nouveau roi. Geiya se demande si c'est tout parce qu'il ne se sent pas différent, même s'il devrait être devenu un être maléfique. Soudain, il regrette ces mots alors qu'une haine intense éclate en lui et chez les autres elfes. Il pense aux gens qui ont blessé et persécuté leur espèce et sont remplis du désir de se venger, et les deux elfes normaux avec eux s'inquiètent pour eux. En voyant tout le monde souffrir, Takuto leur demande s'ils vont bien, et Geiya est ému aux larmes en réalisant que quelqu'un se soucie de lui et de son peuple maintenant. Les sombres elfes commencent à acclamer Takuto avec des larmes aux yeux, et il est secrètement submergé par cela. Quelques jours plus tard, Takuto reçoit une carte du continent de Moltar, et il s'effondre dès qu'il la voit. Atu lui demande ce qui ne va pas, et il lui dit de regarder la carte et de voir à quel point leur position de départ est merdique. Ils sont sur un continent où deux grandes et puissantes civilisations sont déjà présentes. L'une d'elles est le Saint Royaume de Qualia, une nation d'humains qui vénèrent le dieu Arlo, et ils sont une civilisation d'alignement bon hardcore. D'un autre côté, il y a Elnan, l'alliance des élémentaux, où vivent les elfes qui vénèrent la nature. Ils sont aussi alignés du côté bon, et Atu panique en réalisant que s'ils trouvent leur royaume, ils les effaceront rapidement. Elle s'effondre avec Takuto, mais ensuite il se calme, disant que tant qu'ils ne sont pas découverts, ils peuvent devenir plus forts. Il dit que dans le jeu, leur espèce principale, les homunculi, sont vraiment stupides, donc ils ne peuvent pas faire beaucoup de recherches, mais maintenant qu'ils ont les sombres elfes, les choses devraient s'améliorer. Peu après, les sombres elfes lui rendent visite, et cette fois, Geiya a amené son assistante, Emily, avec lui. Il dit à Takuto qu'Emily est une intello intelligente qui connaît beaucoup de choses sur les autres royaumes,
donc elle l'aidera certainement plus qu'eux. Atout leur dit que le roi est satisfait de leur dévouement et déclare ensuite qu'ils vont occuper des postes importants à partir de maintenant parce que c'est ce que Takuto veut. D'abord, elle assigne à Moltar la responsabilité de s'occuper des affaires internes du royaume et dit qu'elle a de grands espoirs pour lui car elle a appris qu'il connaît aussi la magie. Ensuite, elle fait de Geia le chef guerrier de Manara et lui dit de constituer une armée forte pour qu'il puisse se défendre. Elle laisse le recrutement des soldats dans leur armée entièrement à lui, et il est excité, disant qu'il tuera tous leurs ennemis et exposera leur tête comme trophée, mais Takuto est déjà dégoûté. Il dit que la guerre est barbare, et Atou dit au Geia confus que le roi préfère la paix, donc il devrait garder cela à l'esprit. Cela confond encore plus le guerrier elfe qui se demande pourquoi le roi de la ruine aimerait la paix. Moltar taquine Geia et se lève immédiatement, disant que contrairement à Geia, qui n'a que des muscles au lieu d'un cerveau, il sera plus utile. Geia prend cela comme un défi et dit à Takuto qu'il est jeune et fort, donc il peut travailler plus sans repos. Atou ne réalise pas qu'ils sont juste en compétition pour attirer l'attention du grand papa maléfique et pense qu'ils sont des workaholics. Elle demande à Takuto s'il devrait leur donner une mission pour collecter des ressources, et il suggère qu'il devrait leur ordonner d'embellir le terrain et de créer des maisons. Atou transmet immédiatement cela à Moltar, lui disant de rassembler assez de bois pour construire des maisons tout en laissant la forêt intacte. Moltar dit qu'il s'y mettra immédiatement car les sombres elfes sont à l'origine des habitants de la forêt. Takuto leur dit ensuite de reboiser les parties qu'ils ont coupées, ce qui confond les elfes car ils n'ont jamais entendu ce terme. Takuto réalise que leur civilisation n'est peut-être pas assez avancée pour comprendre le reboisement, alors il leur demande s'ils connaissent la magie militaire ou les 6 éléments majeurs. Moltar dit qu'il ne connaît que les 4 éléments majeurs, et Emily dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un pays utilisant la magie militaire. Takuto et Atou réalisent que ce monde est beaucoup plus primitif qu'ils ne le pensaient, mais c'est en fait une bonne chose parce qu'une fois qu'ils progresseront dans leur technologie magique, ils pourront rapidement dépasser les autres nations. Atou explique ensuite que le reboisement signifie faire pousser de nouveaux arbres à la place de ceux qu'ils ont coupés, et les sombres elfes disent qu'ils font cela aussi, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie pour les faire pousser rapidement. Atou dit que le reboisement utilise les 6 éléments majeurs pour faire pousser rapidement les arbres, et elle attribue soudainement cette découverte à Takuto, même si c'est un gros mensonge. Elle continue de glorifier Takuto, disant qu'il a créé les fruits uniques qu'ils ont mangés plus tôt et que les raisins sont ses préférés. Emily est d'accord avec Atou et dit qu'elle a essayé de planter les graines de raisin, et que certaines plantes ont déjà germé. C'est une nouvelle surprenante pour Takuto, qui ne pensait pas qu'il serait possible de faire pousser quoi que ce soit ici. Cependant, il réalise rapidement qu'il pourrait créer les fruits de la terre ici avec la magie, ce qui signifie qu'il pourrait peut-être créer d'autres choses. Il teste sa théorie en créant une pièce et réalise qu'il peut créer de la poudre à canon et d'autres trucs scientifiques. De cette façon, il peut faire progresser sa civilisation beaucoup plus rapidement que les autres royaumes. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Qualia, les choses commencent également à s'agiter. Sainte Solina mène un groupe de chevaliers vers les contreforts enneigés pour éliminer des monstres qui menacent les villages alentours. Dès qu'elle aperçoit les gobelins courir vers elle, elle pointe son bâton dans leur direction, les réduisant en cendres avec sa flamme sacrée. La flamme sacrée disparaît dans les nuages après avoir détruit les monstres, et alors que la lumière du soleil tombe sur le sol brûlé, des fleurs y poussent. Le capitaine des chevaliers explique à ses hommes que le pouvoir de Solina consume les monstres de nature maléfique et fait pousser un parterre de fleurs à leur place, et quelle est la raison pour laquelle ils entretiennent de bonnes relations avec les elfes. Ensuite, Solina informe le cardinal qu'il devrait envoyer des paladins vers le sud, car elle a récemment eu une prémonition concernant un événement terrible dans la forêt maudite. Le cardinal refuse, arguant que la forêt maudite se trouve à l'extrémité du continent et qu'il a besoin de l'autorisation de ses supérieurs pour y déployer des paladins. Solina menace de s'y rendre elle-même s'il ne peut envoyer personne, et bien que le cardinal tente de résister, il finit par céder et promet d'envoyer les soldats qu'il peut mobiliser personnellement. Au même moment, Takuto et Atou s'affairent à développer leur territoire, commençant par construire des maisons pour les elfes noirs. Une salle du trône temporaire a déjà été érigée autour du trône de Takuto, et celui-ci est impatient de tenir des réunions et des conférences avec les citoyens importants de son royaume. C'est alors que Moltar, Geia et Emily arrivent, et Atou leur annonce qu'ils doivent immédiatement commencer leur premier conseil. Cependant, Emile a un cadeau pour Takuto avant la réunion, une tenue qui le fait ressembler à un fanbois. Il est ravi de recevoir cette tenue car ses vêtements commençaient à être sales, et il remercie les elfes pour ce geste. Cependant, les elfes ne voient aucun changement dans son apparence, mais ils font confiance à Atou lorsqu'elle leur assure que Takuto est superbe dans la tenue qu'ils ont préparée. Cela dit, elle entame la réunion du conseil, mais Takuto est trop occupé à s'extasier sur lui-même. Atou décide de poursuivre la réunion sans lui et de le consulter uniquement lorsque son avis est nécessaire, et Takuto est tout à fait d'accord avec cette suggestion. Alors que la réunion commence, Moltar demande à Atou quel type de bâtiment il devrait construire en premier. Elle lui répond qu'il devrait commencer par des installations de production alimentaire,
puis sort une plante d'apparence étrange qui sera leur principale source de nourriture pour l'instant. Les elfes sont dégoûtés en voyant la plante et demandent à Atou d'expliquer ce que c'est. Elle leur révèle qu'il s'agit de la plante de chair, unique à leur civilisation. Elle explique que cette plante peut produire une viande au goût semblable à celle humaine et très nutritive. Les elfes sont choqués et déclarent qu'ils ne mangent pas vraiment d'humains, mais Atou leur rétorque que la plante de chair n'est que pour la phase initiale et qu'ils auront bientôt accès à d'autres types d'aliments. Elle ajoute qu'ils doivent également construire des entrepôts et des abris de gestion en plus des fermes, et Emily se propose de s'occuper de cette tâche. Ensuite, Atou passe au point suivant de son ordre du jour, la recherche, car l'acquisition de technologies avancées est particulièrement importante pour les petites nations comme la leur. Moltar lui demande sur quel type de technologie il devrait se concentrer, et elle lui répond qu'ils étudieront la technologie magique. Takuto est très enthousiaste à cette idée, et Moltar déclare qu'en tant que mage, il fera de son mieux pour l'impressionner. Il demande alors à Atou quel type de technologie magique il devrait rechercher, et elle évoque la magie militaire. Elle explique que la magie d'attaque standard ne peut cibler qu'une poignée de personnes à la fois, mais que la magie militaire avancée peut détruire des villes entières et même modifier le terrain à leur avantage. Atou lui ordonne de rassembler les elfes doués en magie et de commencer immédiatement les recherches, et Moltar est excité à l'idée de créer des sorts magiques qui n'existent pas encore dans ce monde. Ensuite, Atou aborde le sujet de leur stratégie militaire, et Gei s'enthousiasme car c'est enfin son tour. Cependant, Takuto lui annonce aussitôt qu'ils n'investiront pas trop dans l'armée pour l'instant. Atou ajoute que les armées coûtent cher à entretenir et ne produisent rien en retour en temps de paix. Gei rétorque qu'ils n'ont pas assez de force pour protéger leur roi actuellement et devraient donc accorder plus d'attention à leur armée. Moltar renchérit en disant que lui et Gei ont des primes sur leur tête en tant que leader des elfes noirs, et que leurs ennemis pourraient attaquer le royaume. Takuto comprend leurs inquiétudes et décide plutôt de créer un héros pour les défendre. Atou approuve, expliquant que créer un héros est coûteux, mais qu'il ne nécessite aucun entretien, ce qui les rend parfaits pour leurs besoins actuels. Les elfes ignorent ce qu'est un héros, et Atou leur explique que les héros sont des êtres incroyablement puissants qui servent directement sous les ordres du roi. Il existe des conditions pour invoquer différents héros, mais elle est convaincue qu'ils pourront invoquer le premier très bientôt, et Takuto est impatient. Il réfléchit au fait que le mana est nécessaire pour accomplir la plupart des choses dans ce monde, et qu'un royaume ne peut collecter du mana qu'auprès de son peuple. Plus le peuple est heureux, plus ils peuvent collecter de mana, et Takuto est déterminé à faire de son royaume l'endroit le plus heureux de la planète. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Qualia, un jeune paladin nommé Lornia a été sélectionné pour faire partie de l'équipe d'enquête envoyée dans la forêt maudite. Un paladin senior, Vertel, l'accompagne, et son passe-temps favori est d'ennuyer Lornia, qui est trop rigide et formel. Vertel se plaint qu'ils envoient une équipe d'enquête ridiculement petite, composée de seulement 2 paladins et de quelques mercenaires. Il estime que l'Église devrait accorder plus d'attention à la prophétie de Solina, et Lornia est d'accord, mais il sait qu'ils ne peuvent pas deviner ce que pensent leurs supérieurs. Il sait que s'ils réussissent, ils seront grandement récompensés, mais s'ils échouent, tout le blâme lui retombera dessus. De retour à Manara, Takuto inspecte les progrès de sa civilisation. Il se sent nostalgique car il a vu la phase initiale de sa civilisation des milliers de fois à l'écran jusqu'à présent, mais cette fois, il la voit de près. Emily lui fait visiter les lieux, lui expliquant que les elfes noirs sont spécialisés dans la construction de maisons dans les arbres, mais que le rythme de construction est lent car ils se concentrent sur les arbres de chair. Ces derniers poussent bien, cependant, et les installations de gestion et de stockage ont également été construites. Emily ajoute qu'ils ont trouvé une source d'eau douce à proximité et essaient de voir s'ils peuvent en tirer de l'eau. Quant à la recherche magique, Moltar et d'autres mages travaillent dur dans le nouveau bâtiment de recherche. Takuto est ravi d'entendre tout cela et encore plus d'apprendre que les elfes prennent des initiatives comme trouver des sources d'eau. Il est vraiment heureux de voir que les elfes, qui semblaient épuisés à leur arrivée, ont maintenant l'air joyeux, et lorsqu'il le dit à Emily, celle-ci éclate en larmes de joie. Takuto panique en la voyant s'effondrer, mais Emily se calme rapidement et reprend la visite. Elle montre à Takuto et à tout la ferme d'arbres de chair et déclare que, grâce aux outils produits par Takuto, ils peuvent s'attendre à une première récolte bientôt. Ensuite, elle les emmène à la source d'eau découverte par les elfes, mais remarque que l'ambiance autour de l'endroit a complètement changé cette fois. L'eau est également devenue sombre, et Emily est déçue, pensant qu'ils ne peuvent plus l'utiliser. Avant qu'Atou puisse expliquer pourquoi elle a tort, Moltar et Gei arrivent également pour voir la source. Ils sont d'accord avec Emily pour dire que l'eau ne semble plus utilisable, mais Atou en prend une gorgée, leur affirmant qu'elle est parfaitement potable. Elle explique ensuite que l'endroit semble sombre et sinistre car il est devenu une partie de Manara grâce à une caractéristique appelée terrain maudit. Takuto demande aux elfes de prendre une profonde inspiration, et ils sentent soudain leur esprit s'éclaircir et leur corps se remplir d'énergie. Atou explique que le terrain maudit avantage les créatures d'alignement maléfique et pénalise les êtres neutres ou bons. Comme les elfes noirs font partie de Manara, ils sont désormais des êtres maléfiques, et cette eau est donc totalement sûre pour eux. Gei le vérifie en buvant l'eau, puis Atou annonce que bientôt,
toute la forêt fera partie du terrain maudit. Cependant, Takuto pense que cela pourrait poser problème car le terrain maudit est trop visible. Moltar acquiesce, disant qu'une fois la forêt entièrement assombrie, leurs ennemis pourront facilement les repérer. Geiya suggère à nouveau de créer une armée, mais Atu et Takuto lui assurent qu'ils vont invoquer un héros. Moltar avoue ne toujours pas comprendre ce qu'est un héros, et Atu décide de lui montrer par l'exemple. Elle invoque soudain des tentacules sombres dans son dos, abattant sans effort les arbres alentour avant de révéler qu'elle est elle-même un héros, et que même avec seulement 1% de sa puissance totale, elle peut vaincre des armées entières. Takuto se vante auprès des elfes stupéfaits que les héros sont vraiment impressionnants et qu'ils deviennent encore plus forts avec le temps, même sans rien faire. Cependant, il change rapidement de sujet et dit à Atu qu'il n'était pas nécessaire d'abattre des arbres pour montrer sa puissance et lui demande de nettoyer plus tard. Les elfes, quant à eux, sont véritablement émerveillés par ce qu'ils viennent de voir et déclarent que Takuto est un être grandiose pour avoir des subalternes aussi puissants. Ils décident de lui construire un palais digne de lui, et Takuto répond qu'il n'en a pas besoin pour l'instant. Mais les elfes refusent que leur roi loge dans des maisons semblables aux leurs, et Atu ajoute que construire un palais rendra le peuple plus heureux, donc il devrait les laisser faire. Takuto accepte finalement, disant qu'il aimerait un jour avoir une forteresse volante, mais que pour l'instant, un palais normal lui conviendra aussi. En même temps, le groupe d'enquête dirigé par Lornia et Verdel a commencé à voyager vers les forêts maudites du sud. Verdel n'est toujours pas satisfait de la taille de leur groupe, et Lornia répond que c'est le mieux qu'ils puissent obtenir, car la plupart de leurs forces s'occupent des perturbations dans le nord. Des espèces maléfiques sont soudainement apparues dans le nord, attaquant et pillant des villes, et ainsi, la majorité de la puissance de feu de leur empire a été détournée pour les affronter. Les mercenaires disent soudain, ceux qui sont partis au nord vont passer un mauvais moment. Ils se sentent chanceux de ne pas avoir reçu l'ordre de prendre ce travail parce que, même si le salaire était vraiment bon, il y a une sorcière impliquée dans l'affaire, et ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Lornia est curieux à propos de la sorcière, et la nuit, il interroge le mercenaire nommé Bargo à ce sujet. Bargo dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles tout le problème dans le nord était causé par une sorcière, mais Lornia refuse de le croire. Il dit qu'une seule personne ne peut pas être responsable d'un si grand nombre de monstres, et Bargo est d'accord. Il dit que cela doit être l'œuvre d'une secte, mais Verdel lui dit de se taire avant qu'il ne porte malheur à tous. Lornia s'énerve soudain contre Verdel parce qu'il est ivre. Il lui fait la leçon en disant qu'ils n'ont pas le droit de boire puisqu'ils servent Dieu, mais Verdel est prêt à débattre avec lui sur les textes religieux. Il l'ignore ensuite soudainement et commence à flirter avec la serveuse, qui lui apporte plus d'alcool. Bargo demande alors à Lornia pourquoi 2 paladins sont envoyés si loin au sud. Il craint que ce ne soit à cause d'une autre sorcière, et si c'est le cas, il veut prendre ses hommes et partir avant que les choses ne deviennent dangereuses. Lornia dit qu'il ne sait pas, mais Verdel dit alors qu'il a déjà recueilli des informations auprès de la serveuse sur ce qui se passe. Un groupe d'elfes noirs a récemment fui vers les forêts maudites, et les supérieurs veulent probablement juste s'occuper d'eux. Bargo est soulagé en entendant cela, et il convient qu'il devrait s'occuper des elfes noirs rapidement parce qu'ils sont vraiment doués pour les assassinats et les malédictions. Lornia pense aussi que s'il laisse les elfes noirs sans surveillance, ils deviendront bientôt une menace, mais Verdel lui dit de se calmer un peu. Il dit que ce n'est qu'une mission de reconnaissance, et si les choses deviennent violentes, ils fuiront au lieu de se battre. Cependant, Lornia est trop obsédé par l'idée de vaincre le mal partout où il le voit, et il dit qu'ils ne peuvent pas fuir leur devoir de paladin. Verdel lui dit d'arrêter de chercher la gloire et de ne se battre que lorsque la situation l'exige, au lieu de risquer sa vie à chaque occasion. Il lui rappelle qu'il a une famille à la maison, tout comme tous les autres membres de cette mission, et qu'il devrait être plus prudent dans leurs décisions. En même temps, à Manara, la première récolte des arbres de chair est prête et placée au centre d'un immense autel. Takuto se tient devant la récolte, tous les elfes noirs le regardant avec impatience, se demandant ce qui va se passer maintenant. Takuto commence à déverser son mana dans le tas de fruits, et soudain, il se transforme en un insecte géant. Les elfes ne peuvent pas croire que Takuto ait créé la vie à partir de simples fruits, et Atu commence à le flatter, disant que ce n'est même pas 1% de ses véritables capacités. Elle dit aux elfes qu'il deviendra encore plus fort et accomplira plus de miracles avec leur dévotion envers lui, et il commence à l'acclamer. Plus tard, Takuto retourne à son trône, et il est soulagé d'avoir pu produire un monstre insecte en échange de nourriture. C'était l'une des fonctionnalités du jeu, mais il ne comprend toujours pas comment cela fonctionne exactement dans ce monde. Mais Atu lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'y réfléchir beaucoup puisqu'ils ont établi un moyen de produire plus de créatures pour servir leur royaume. Elle dit ensuite à Takuto qu'il est temps de passer à l'étape suivante, et il est d'accord, disant qu'il invoquera un héros dès qu'ils auront accumulé assez de mana. Atu lui demande avec excitation qui il compte invoquer, et il répond qu'il veut invoquer Isla, la reine des insectes. Atu pense que c'est un choix solide, et Takuto commence à parler de la façon dont Isla peut améliorer tous les monstres de type insecte et leur permettre de combattre en première ligne. Elle peut aussi créer des larves capables de faire du travail manuel, et ainsi, elle peut soutenir leur royaume sur les 2 fronts.
Atout est contente qu'il y ait réfléchi comme il faut, et Takuto répond qu'Isla était le seul choix parce que les autres sont trop instables. Atout est d'accord parce qu'elle sait que les autres héros ont besoin d'années de thérapie, et Takuto lui dit qu'il espère les invoquer un jour aussi, mais pas maintenant. D'un autre côté, Lornia et les autres sont arrivés sur le continent sombre, et ils trouvent bientôt leur premier adversaire sous la forme d'un géant des collines. Lornia commence à commander aux mercenaires de le soutenir, mais Verdel dit alors que ce n'est pas nécessaire parce qu'il s'occupera seul du monstre. Il dit qu'ils n'ont pas de temps à perdre, et que ce sera plus rapide s'il agit et que personne ne se met en travers de son chemin. Il se dirige rapidement vers le géant des collines et pointe son épée vers lui tandis que le reste de sa compagnie regarde. Verdel enchante ensuite son épée avec un pouvoir sacré, et le géant des collines attend qu'il ait fini avant d'attaquer. Verdel bloque sans effort son lourd gourdin et le tranche proprement avec son épée sacrée. Ensuite, il saute vers le monstre et lui porte plusieurs attaques, le mettant à terre sans lui laisser la chance de riposter. Il retourne vers ses troupes après avoir tué le géant, et Lornia commence à le féliciter, disant que la mission sera facile parce qu'ils l'ont avec eux. Verdel, cependant, ne le pense pas, et cette déclaration commence à inquiéter Lornia. De retour à Manara, Takuto savoure un hamburger quand Tatou lui dit de manger quelque chose de plus sain. Il répond qu'il n'a mangé que de la nourriture saine et ennuyeuse à l'hôpital, alors il veut essayer de nouvelles choses maintenant. Il s'inquiète aussi pour elle parce qu'elle n'a mangé que de la salade depuis quelques jours, et elle lui dit que ce genre de nourriture lui convient mieux. Il parle du fait que la construction a pris de l'ampleur maintenant, et Takuto dit soudain à Atou d'invoquer Moltar et les autres après avoir mangé. Il lui dit que les nouveaux insectes éclaireurs qu'ils ont créés ont cartographié la zone autour de leur base, et il prévoit de faire quelque chose à propos de l'établissement humain près d'eux. Il demande d'abord à Atou de confirmer si la ville près d'eux ne fait pas partie du Saint Royaume de Qualia, et elle est presque sûre que c'est un territoire indépendant d'alignement neutre. Takuto est content de l'entendre parce que cela signifie qu'ils peuvent négocier avec la ville, et il espère que rien de mal n'arrivera pendant leur interaction. Il pense qu'ils seront tranquilles pour l'instant, et Atou plaisante en disant qu'il va leur porter malheur en disant ça. Takuto rit en disant que rien de tel n'arrivera. Il reçoit un message d'un insecte juste à ce moment-là, lui montrant qu'un groupe armé s'approche de la forêt. Il dit à Atou qu'ils doivent les renvoyer pacifiquement si possible, et si les choses tournent mal, ils doivent se préparer à combattre. Pendant ce temps, le groupe armé est bien celui de Lornia et Verdel, et alors qu'ils avancent dans la forêt, Verdel dit à tout le monde de s'arrêter parce qu'il remarque que quelqu'un approche. Atou sort de la forêt, vêtu de vêtements noirs qui cachent son visage et ses traits, et Verdel lui demande de s'identifier. Elle prétend être une elfe noire qui s'est réfugiée dans la forêt avec son clan parce qu'aucun autre endroit n'est sûr pour eux. Verdel comprend cela et lui dit de s'écarter parce qu'ils doivent enquêter sur la forêt, et elle répond qu'il ne devrait pas y entrer. Verdel réalise que quelque chose ne va pas, mais Lornia commence à crier après Atou, lui demandant comment elle ose désobéir à un ordre d'un serviteur de Dieu. Verdel s'en prend immédiatement à lui disant de ne pas l'interrompre, et Lornia est furieux contre lui pour l'avoir réprimandé sur une question aussi triviale. Verdel reprend alors sa conversation avec Atou, lui disant qu'ils ne peuvent pas revenir juste parce qu'elle ne veut pas qu'ils entrent dans la forêt. Il lui demande s'il y a quelque chose de caché là-dedans, et elle répond que ce ne sont que des elfes qui veulent vivre en paix. Elle lui demande pourquoi il est si obsédé par l'idée d'entrer dans cet endroit maudit, et après un peu de réflexion, Verdel révèle que les saints ont eu une vision de quelque chose de vraiment maléfique caché dans cet endroit, et qu'il ne peut pas revenir sans le vérifier de ses propres yeux. Les mercenaires sont choqués parce qu'ils ne le savaient pas, et Lornia lui demande comment il a pu révéler des secrets nationaux aussi facilement. Verdel lui crie encore dessus, disant qu'il y a des moments où les secrets doivent être révélés. Cela énerve encore plus Lornia parce que même un haut paladin comme Verdel n'a pas l'autorité de révéler des prophéties divines sans l'autorisation des supérieurs. Pendant ce temps, Verdel demande encore une fois à Atou de les laisser entrer dans la forêt pour jeter un coup d'œil rapide, mais son attitude change soudainement lorsqu'elle leur dit qu'ils ne trouveront rien qui vaille leur peine à l'intérieur. Elle leur dit de revenir immédiatement, et Lornia est furieux qu'une elfe noire ose défier une prophétie de Dieu. Il sent l'air autour d'Atou changer et décide qu'il y a quelque chose de vraiment maléfique dans la forêt qu'ils doivent enquêter. Cependant, Verdel semble prêt à négocier avec elle. Il lui demande de jurer devant Dieu qu'il n'y a aucune menace pour le saint royaume de Qualia dans la forêt, et Atou jure sur son Dieu qu'ils sont ceux qui ont le plus peur de Qualia. Verdel est satisfait de cela, et il déclare qu'ils battent en retraite. Lornia n'arrive pas à y croire, et il fait remarquer que la femme cache évidemment quelque chose. Verdel le traite de lâche 100 fois et lui dit d'arrêter de projeter ses peurs sur lui. Il dit qu'ils n'ont rien trouvé et que cela conclut leur enquête. Il commence à s'éloigner avec ça, mais Lornia ne va plus le laisser prendre les décisions. Il dit à Verdel qu'il révoque son autorité de haut paladin pour avoir révélé une prophétie à l'ennemi et abandonné son devoir. Il dit aux mercenaires qu'ils vont entrer dans la forêt et confirmer quel mal s'y cache, et Bargo est d'accord parce que c'est Lornia qui signe leur chèque après tout. Atou les supplie de ne pas entrer dans la forêt, mais Lornia ordonne à ses hommes de la capturer malgré Verdel lui disant de ne pas le faire. À ce moment-là, les négociations ont échoué, et quelques secondes plus tard,
Les mercenaires sont tous embrochés sur les pointes d'Atout comme des brochettes fraîches. Lornia a été assommé en premier, et il ne se souvient même pas avoir vu tout ça. Verdel est le seul à avoir tout vu et à être encore en vie, et il panique en disant à Lornia qu'ils ont affaire à une sorcière. Atout efface rapidement son déguisement, disant que la conversation se passait si paisiblement, et que c'est dommage que les choses aient tourné ainsi. Les mercenaires restants et les Lornia sont complètement bouleversés par la scène qui se déroule devant eux, et Verdel demande à Bargo d'envoyer immédiatement quelqu'un pour transmettre le message. Bargo lui répond que tous leurs messagers ont été tués lors de l'attaque précédente, et Atout, avant d'éclater de rire, déclare quel est le malheur qu'ils recherchaient. Elle leur dit qu'ils l'ont enfin trouvé et leur demande « Que vont-ils faire maintenant ?» Alors que tout le monde se dégonfle, Verdel leur crie de se ressaisir, car ils sont trop embourbés dans les ennuis pour s'enfuir maintenant. Il ordonne à ses hommes de se préparer à combattre, affirmant que les choses n'auraient pas dû se passer ainsi, et Atout est tout à fait d'accord avec lui. Elle dit que tout est de la faute de ce loser stupide avec sa coupe au bol qui pensait que sa foi était la chose la plus importante au monde, et maintenant, il va en payer le prix. Verdel ne veut pas la retenir plus longtemps et ordonne aux archers d'attaquer en premier. Cependant, bloquer leurs flèches est un jeu d'enfant pour Atout, qui commence à laisser parler la guerrière qui sommeille en elle. Lornia demande nerveusement à Verdel « Qu'est-ce qu'une sorcière ?» Il répond qu'il aurait dû en parler à tout le monde avant le début de la mission, même si cela aurait enfreint une autre règle. Les sorcières sont des monstres catastrophiques prophétisés par les saints et officiellement désignés comme la plus grande menace pour notre royaume par les hauts dignitaires de l'Église. Il explique, la catastrophe dans le Nord était vraiment due à une sorcière, et je suis presque sûr que la femme qui se trouve devant nous est aussi une sorcière. Atout en a assez de leur bavardage et leur dit d'attaquer, sinon elle commencera à les attaquer. Verdel ordonne aux mercenaires de battre en retraite, car seuls lui et Lornia peuvent la combattre. Il dit à Lornia de le suivre, et il s'enchantant de pouvoir sacré avant de se précipiter vers elle. Atout les attaque avec ses tentacules, pensant qu'ils ne pourront pas la vaincre, mais le pouvoir sacré confère aux paladins des dégâts supplémentaires contre les créatures de nature maléfique, et ils parviennent à trancher ses tentacules. Atout est prise de court, mais alors qu'elle est occupée à monologuer, Verdel l'attaque soudainement et elle perd un autre tentacule en essayant de se protéger. Lornia détruit également un autre de ses tentacules, et Verdel est convaincu que s'il coupe les deux restants, ils pourront gagner. Cependant, Atout est désormais furieuse et prend soudainement 2 mercenaires en otage, pensant que les paladins ne pourront plus l'attaquer. Mais Verdel est déterminé à en finir avec elle avant qu'elle ne devienne une menace pour leur royaume, et il dit à Lornia qu'ils vont attaquer. Atout ne s'y attendait pas et elle est véritablement surprise lorsque les paladins coupent les otages en même temps que leurs tentacules. Ils pensent qu'ils vont gagner, mais Atout les a trompés pendant tout ce temps, et elle décide qu'il est temps de passer à l'acte final. Elle utilise soudainement un tas de tentacules pour transformer Verdel en pelote à épingles humaines avant même que Lornia ne puisse réagir. Verdel lui dit de s'enfuir, mais Atout lui transperce la tête, le tuant instantanément. Elle se vante de ne pas avoir seulement 6 tentacules, mais de pouvoir en invoquer autant qu'elle le souhaite, ce qui laisse Lornia encore plus consterné qu'il ne l'était déjà. Il réalise alors son erreur et comprend qu'ils ne peuvent pas gagner, alors il ordonne aux mercenaires de s'enfuir et de se disperser dans toutes les directions, car il suffit d'une seule personne pour retourner au royaume et leur annoncer la nouvelle. Atout est furieuse de voir les mercenaires s'enfuir, mais elle remarque alors que Lornia est restée pour tenter un dernier effort désespéré et sacrifier sa vie. Il l'attaque, mais, à sa grande surprise, Atout bloque son coup à l'aide de l'épée sacrée. Il ne comprend pas comment cela est possible, et Atout lui explique qu'elle a volé à Verdel la capacité d'utiliser le pouvoir sacré, ainsi que toutes les techniques qu'il a mis des années à maîtriser. Elle commence à repousser Lornia tout en parlant de sa famille, car elle a également volé les souvenirs et les émotions de Verdel. Lornia est choquée d'entendre cela, et Atout lui dit, non seulement Verdel était très doué, mais il se souciait aussi de tous les membres de son groupe jusqu'au dernier moment. Elle demande à Lornia, que ressentez-vous en réalisant que Verdel a dû mourir à cause de votre stupide ego, et il répond que sa volonté continue de vivre. Il dit que les mercenaires transmettront sûrement le message à la maison, quand soudain, il entend des cris provenant de toutes les directions. Atout se moque de lui disant qu'elle a ordonné aux elfes noirs de ne laisser personne s'échapper, et Lornia perd la tête. Il se précipite vers elle avec une fureur folle, mais il ne peut rien faire. Atout ne le tue pas non plus instantanément, et elle le suspend la tête en bas tout en remplissant son cœur de peur et de regret. Elle lui dit que s'il était parti comme Verdel le lui avait dit, il serait retourné auprès de sa famille et aurait vécu une vie heureuse avec eux. Cependant, il a fait le mauvais choix, et maintenant, l'avenir sera complètement différent. Elle dit à Lornia qu'il va mourir ici, puis qu'elle traquera sa famille et la tuera. Elle tuera également tous les habitants des villes et villages que son groupe a traversés, sans aucune raison, et c'est lui qui sera tenu pour responsable de tout cela. Elle lui dit que son roi lui a dit que la vie est finie dès que les gens commencent à vous mépriser, et pour s'assurer que personne ne la méprise jamais, elle tuera des millions de personnes sans aucune raison, et tout le monde détestera Lornia pour cela. Son esprit est désormais complètement brisé, et il supplie Atout d'arrêter,
Mais elle commence à se montrer joyeuse, disant qu'il devait être une bonne personne religieuse qui aimait son pays et sa famille, mais qu'elle déteste les gens moralisateurs comme lui. Elle lui dit de regarder le massacre depuis son petit siège au paradis, et Lornia la supplie une fois de plus d'arrêter. Cette fois, Atou le déchire simplement, mettant fin à son supplice. Bientôt, elle se tient solennellement au bord de la falaise, réfléchissant à ses actions et à l'avenir, tandis que l'alliance de Lornia agit dans une mare de sang. À ce moment-là, Géia et quelques elfes noirs arrivent, informant Atou qu'ils se sont occupés de tous les mercenaires, comme elle l'avait ordonné. Elle leur dit qu'elle est satisfaite et décide de rentrer, leur laissant le soin de nettoyer. Cependant, avant qu'elle ne parte, Géia a une question à lui poser. Il lui demande nerveusement si elle compte mettre à exécution tout ce qu'elle vient de dire à Lornia, et elle semble sérieuse pendant un instant avant de retrouver sa gaieté habituelle. Elle répond qu'il est impossible qu'elle fasse tout cela, car elle est pacifiste et qu'elle ne faisait que taquiner Lornia pour s'amuser. Elle décide alors de se rendre immédiatement chez Takuto, car elle a un rapport urgent à lui remettre. Le rapport ? La présence d'une autre sorcière dans le Nord, et c'est un nouveau terme pour eux deux, car il n'y avait pas d'unité appelée « sorcière » dans le jeu. Takuto se rend compte que ce n'est pas exactement le monde du jeu dans ce cas, et Atou confirme, en disant que même si certaines choses sont identiques au jeu, le reste est assez différent. Cependant, elle est convaincue qu'ils peuvent également utiliser ces différences à leur avantage. Takuto ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors elle lui explique que dans ce monde, au lieu de simplement absorber les capacités des adversaires qu'elle bat, elle peut également absorber une partie de leur mémoire, ce qui va certainement s'avérer très utile. Elle raconte avec enthousiasme à Takuto qu'elle en sait déjà un peu sur la situation du royaume de Qualia, grâce aux 2 paladins qu'elle a tués. Elle explique qu'actuellement, Qualia est occupée par les troubles dans le nord, donc ils ne prêteront pas beaucoup d'attention à eux, mais le fait que toute leur équipe de reconnaissance ait été anéantie va sûrement éveiller les soupçons. Takuto pense que même si Qualia décide d'agir, il faut rester extrêmement prudent, car on ne sait pas à quoi on a affaire. Il ne s'inquiète pas pour eux, mais il est très curieux au sujet de la sorcière du Nord. Il demande à Atou ce qu'elle sait de la sorcière d'après les souvenirs du paladin, et elle répond qu'il n'y a pas d'informations claires. La seule chose dont elle est sûre, c'est que la sorcière a causé des dégâts à l'échelle militaire dans le Nord. Elle se souvient soudainement qu'elle connaît également le nom de la sorcière, Arakino, la sorcière gloutonne. Takuto est maintenant curieux et pense que si une seule sorcière peut causer des dégâts d'ampleur militaire à un pays, elle est peut-être venue dans ce monde depuis la Terre, tout comme eux. Il pense qu'elle est au même niveau que les unités héroïques du jeu et dit qu'ils doivent se méfier d'elle, la considérant comme une ennemie potentielle. Atou dit que la sorcière est sans aucun doute un personnage maléfique comme eux, et qu'ils peuvent essayer d'entrer en contact avec elle, mais Takuto rejette cette idée, lui rappelant qu'il est rare que des espèces maléfiques soient en bons termes les unes avec les autres. Atou soupire, disant que les choses s'annoncent difficiles, mais Takuto lui dit de se détendre car la sorcière est loin d'eux, et même si elle s'avère être leur ennemie, ils ont le temps de s'y préparer. Cela les amène à parler de l'invocation d'un héros, et Takuto dit qu'il devrait peut-être reconsidérer le choix du héros à invoquer. Auparavant, il avait pensé invoquer la reine des insectes Esla, mais il se demande maintenant s'il ne vaudrait pas mieux invoquer un héros plus orienté vers le combat. De plus, il estime qu'ils doivent changer leur stratégie vis-à-vis des autres pays qui les entourent. Il dit à Atou qu'il a décidé de se lier d'amitié avec le territoire indépendant situé à l'est, car ils auront besoin d'alliés au cas où Qualia viendrait les combattre. Atou pense que ce sera difficile, même si le pays oriental est neutre, mais Takuto estime que tant qu'ils ont quelque chose de précieux à offrir, ils les écouteront. Il dit qu'ils devraient déjà explorer le pays oriental pendant qu'ils renforcent leurs forces, et Atou décide de mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, dans un autre pays, les hommes bêtes combattent les monstres maléfiques qui n'arrêtent pas d'attaquer leur ville. L'attaque est menée par une vieille mais puissante sorcière vache, et juste au moment où elle finit de vaincre une vague de monstres, une autre vague arrive, ce qui la laisse perplexe. De retour à Manara, Atou part pour exécuter les ordres de Takuto, mais elle s'arrête en chemin, nerveuse, disant qu'elle est peut-être allée un peu trop loin avec les paladins. Elle craint que cela n'offense Takuto, qui aime vraiment la paix, mais il lui dit que ce n'est pas grave et que rien de ce qu'elle fait ne peut l'offenser. Pendant un instant, même Atou voit le roi des ruines noires comme la nuit à la place de Takuto, mais elle se remet à chanter pour lui disant qu'elle exécutera tous ses ordres. Peu après, le palais de Takuto est enfin terminé, et celui-ci en est très heureux. Atou partage sa joie, et ils discutent du fait que ce palais est le monument qui célèbre la naissance de leur royaume. Takuto dit qu'un jour, il voudrait un palais encore plus grand, et Atou répond que leurs puissants héros vivront dans le palais et qu'il y aura des serviteurs dans chaque pièce. En disant cela, elle se souvient que Takuto n'a pas encore de servante personnelle, et elle se sent soudain coupable. Elle dit à Takuto qu'elle va immédiatement trouver une servante qui s'occupera de tous ses besoins, et même lorsqu'il lui dit que ce n'est pas nécessaire, elle insiste car c'est une question de fierté pour elle. Atou lui demande quel type de femme il souhaite, et Takuto répond nerveusement qu'il veut quelqu'un avec qui il peut facilement discuter.
Il affirme que les elfes noirs gardent vraiment leur distance avec lui, ce qui ne l'aide pas dans son rêve de devenir un roi amical. Atu sait que la véritable raison derrière cela est l'apparence de Takuto, mais elle ne lui en parle pas. Au lieu de cela, elle lui assure qu'elle va s'occuper de la question avec une idée brillante, et Takuto a le sentiment que cela ne va pas bien se terminer. Bientôt, Moltar, Geia et Emily arrivent sur place, conformément aux ordres d'Atu, et elle leur dit de rassembler toutes les filles du village et de les amener ici. Moltar panique en entendant cela et demande pourquoi, et Atu lui répond que Takuto les aime jeunes. Elle est fière de son plan, car elle pense que les enfants peuvent être formés pour parler librement à Takuto, mais d'un autre côté, Takuto déteste qu'elle le fasse passer pour un PDF file. Quoi qu'il en soit, il parvient à maîtriser la situation en disant qu'il veut que les enfants le servent, car ils sont libres de la perspective corrompue des adultes. Tout le monde est heureux d'apprendre que Takuto ne va pas transformer le royaume en une deuxième île Epstein, et Atu le couvre également en disant que les tâches ne sont pas si difficiles et que les enfants devraient donc pouvoir les accomplir. Geia répond immédiatement que si tel est le cas, il n'est pas nécessaire de ne faire appel qu'aux filles, car les garçons peuvent également aider. Takuto s'empresse de répondre à cette question comme un véritable féministe, affirmant qu'il prévoit de former les enfants pour qu'ils deviennent les futurs dirigeants et qu'il souhaite également promouvoir les femmes à des postes de direction, ce qui permet d'atteindre deux objectifs à la fois. Les elfes le croient sans réserve, et Emily est heureuse d'apprendre que le roi est également féministe. Il le félicite pour sa vision, et Takuto est ravi d'apprendre qu'il a bien géré la situation. Atu leur demande alors d'envoyer immédiatement des enfants ici, et Takuto espère que les gens cesseront désormais d'être mal à l'aise en sa présence. Malheureusement, tous les enfants qui sont amenés le voir se mettent à pleurer, et Atu ordonne à Moltar d'amener le deuxième groupe. Il l'informe que ce sont tous les enfants du village, et Atu le traite de honte. Soudain, Geia suggère à Moltar d'envoyer les jumelles, mais il rejette l'idée. Atu revient à la charge, et Moltar révèle qu'il y a deux sœurs jumelles dans le village et que, bien qu'elles soient intelligentes, elles ont des circonstances particulières qui les rendent inaptes à servir le roi. Atu lui dit qu'elle en décidera elle-même et lui ordonne d'amener les jumelles ici, mais Geia répond qu'il les a déjà convoquées. Il essaie de faire preuve de clairvoyance devant le vieux geyser, mais Atu leur dit qu'ils pourront faire leur concours de mesure de ding-dong après cela. Geia fait rapidement entrer les jumelles, et la plus jeune se présente comme Karina et sa sœur aînée comme Marina. Atu voit d'un seul coup d'œil que les filles ont beaucoup souffert et interroge Karina sur ses cicatrices. Elle répond qu'elles sont dues à une maladie, mais qu'elles lui vont bien. Moltar précise que Karina a contracté une maladie semblable à la variole et que, même si elle est maintenant complètement guérie, les cicatrices sont restées. Atu interroge ensuite Marina, qui répond sèchement qu'elle a mangé sa mère. Takuto et Atu sont choqués d'entendre cela et se tournent vers Moltar pour obtenir une explication. Ce dernier révèle nerveusement que la mère des jumelles était une femme fière et noble qui a sacrifié sa vie pour leur clan. Ils comprennent que les elfes noirs ont dû choisir entre la famine et le cannibalisme à un moment donné, et que c'est ainsi que les jumelles ont perdu leur mère. Atu pense que c'est une bonne chose que les filles soient intrépides, mais elle trouve qu'il y a quelque chose d'étrange chez elles. Soudain, Marina s'approche de Takuto et lui dit qu'il est d'une blancheur immaculée. Il est déconcerté par sa remarque, mais lui demande si elle n'a pas peur de lui. Marina lui répond qu'elle n'a pas peur et accepte de devenir sa servante, car elle est convaincue de pouvoir s'en sortir. Takuto demande ensuite à Karina ce qu'elle en pense, et elle répond qu'elle doit rester avec sa sœur, donc qu'elle deviendra également sa servante. Takuto est heureux de les avoir parmi eux, et Atu déclare que les jumeaux sont désormais officiellement les serviteurs du roi. Cependant, une fois qu'ils ont quitté la pièce, Moltar met Takuto en garde, lui disant que les jumeaux n'ont pas versé une seule larme depuis la mort de leur mère. Il ajoute qu'ils ont fermé leur cœur à tout le monde et demande à Takuto de les traiter avec gentillesse et patience. Peu après, les jumelles commencent à servir Takuto, mais Marina est maladroite et renverse de l'eau sur lui. Karina nettoie son désordre quand Atu arrive. Elle est déçue de voir cela, mais dit à Takuto qu'ils doivent assister à une réunion maintenant. Une fois la réunion commencée, Atu décide de parler d'abord du département de la construction. Emily se lève, car elle est responsable des constructions, et dit que maintenant que le palais est terminé, leur main-d'œuvre est libre de construire un autre bâtiment. Takuto est ravi d'entendre cela et ordonne à Emily de construire une clinique, car cela permettra de garder leur peuple en bonne santé et c'est aussi le bâtiment le moins cher à construire. Emily s'assoit, sa tâche étant terminée, mais quand Atu entame la discussion sur la collecte de ressources, elle doit se lever à nouveau, car cela relève également de sa responsabilité. Elle explique qu'il collecte de la nourriture et d'autres ressources à un rythme régulier grâce aux ustensiles et outils spéciaux que Takuto a créés pour eux. Elle estime qu'il est inefficace de faire travailler le roi pour eux, mais Atu répond que puisqu'ils ont juste besoin de mana pour créer de nouveaux objets, ils devraient s'efforcer de construire des installations qui leur permettront de collecter rapidement beaucoup de mana. Elle passe ensuite au département de recherche, et Moltar se lève pour présenter son rapport. Il annonce que la magie militaire sur laquelle il travaillait est terminée, mais que lui seul est capable de l'utiliser pour l'instant.
Il va bientôt l'enseigner à d'autres elfes, mais il ne pense pas qu'elle sera beaucoup utilisée dans la vie réelle, car le roi est pacifiste. Atu est d'accord avec lui et déclare qu'une seule magie militaire suffit pour l'instant. Elle demande à Moltar de se concentrer sur les 6 grands éléments, car c'est ce qui les aidera le plus à long terme. Elle s'enquiert ensuite de la situation militaire, et Geia se lève pour faire son rapport. 5 insectes à longues pattes ont rejoint l'armée en tant qu'éclaireurs et sont actuellement en train de recueillir des informations sur la nation. Il explique qu'ils ne sont pas sortis de la forêt, car il s'agit d'une plaine aride où il n'y a aucun endroit où se cacher. Atu lui dit de déployer tous les insectes pour explorer rapidement la zone, car tant qu'elle les défend, ils n'auront aucun problème. Geia est heureux d'entendre cela, puis Atu annonce qu'ils ont également décidé quel héros ils allaient invoquer ensuite. Takuto déclare qu'ils invoqueront Isla, la reine des insectes, et les elfes noirs se mettent soudainement en état d'alerte. Moltar rapporte qu'ils ont rassemblé toute la nourriture et le bois nécessaires pour invoquer le héros, et qu'il ne reste plus que le mana. Après cela, ils discutent d'autres questions, et la réunion se termine après quelques heures très fatigantes et stressantes. Une fois tout réglé, Takuto retourne dans sa salle du trône avec ses serviteurs, mais Marina le bouscule, éparpillant les documents partout. Karina se précipite pour l'aider, mais elles finissent par déchirer un document. Takuto leur dit que ce n'est pas grave et retourne s'asseoir sur son trône. Lorsque Marina s'approche de lui pour lui demander s'il est un méchant, il répond qu'il est un personnage aligné sur le mal, ce qui signifie en gros qu'il est un méchant. Marina lui demande alors pourquoi il ne les tue pas dans ce cas, et Takuto ne comprend même pas entièrement sa question. Karina précise que sa sœur veut savoir pourquoi un grand roi comme lui fait preuve d'une telle miséricorde alors qu'elles font tout le temps des bêtises. Takuto essaie de faire passer cela pour une habitude, mais les filles ne sont pas satisfaites, et il décide de leur expliquer la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Il dit que les bonnes personnes ne peuvent faire que de bonnes actions, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas faire de mal aux autres ni les voler. Il demande aux filles ce que les mauvaises personnes peuvent faire, et elles répondent qu'elles ne peuvent faire que de mauvaises actions. Takuto les corrige en leur disant que les méchants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il affirme qu'ils sont égoïstes et totalement libres, et qu'ils peuvent donc faire le bien ou le mal comme bon leur semble. Il dit que, puisqu'il est méchant, il peut leur pardonner même si elles font des erreurs, et cela lui fait soudainement comprendre que les filles faisaient l'exprès de tout gâcher pour qu'il les punisse. Il leur demande de confirmer sa théorie, ce qu'elles font. Takuto se rend compte que les filles se sentent coupables d'avoir survécu alors que leur mère n'a pas pu le faire, et il s'approche calmement d'elles. Il leur demande ce que leur mère leur a dit avant de mourir, et Marina répond qu'elle leur a dit de continuer à vivre. Takuto leur dit que c'est l'amour de leur mère qui les a maintenus en vie jusqu'à aujourd'hui, et qu'elles devraient mener une vie dont elles seraient fières. Il leur caresse la tête, leur disant qu'elles sont libres de vivre comme elles l'entendent et qu'il les bénira tant qu'elles mèneront une vie heureuse et pleine de sens. Les filles le serrent dans leurs bras et se mettent à pleurer en entendant cela. Quand Atu entre dans la pièce plus tard, elle les trouve endormis sur le trône de Takuto. Elle est jalouse qu'elle se soit rapprochée de lui, mais se souvient alors du rapport qu'elle est venue faire. Ils se rendent dans une autre pièce où Atu lui parle de la nation neutre appelée Foncavan, située à l'est, où les humains et les bêtes peuvent cohabiter. La ville la plus proche de la forêt s'appelle Dragontan, elle fait également partie de la nation et est gouvernée par un conseil de chamans. Takuto pense qu'ils peuvent d'abord établir des relations diplomatiques avec Dragontan, mais il se demande pourquoi la ville a été construite si loin du royaume principal. Atu lui raconte les rumeurs selon lesquelles la ville aurait été construite autour d'une veine de dragon, qui est la meilleure source de mana naturel. Elle pense que la ville est un avant-poste destiné uniquement à exploiter le mana, mais qu'elle est actuellement attaquée par des gobelins et d'autres monstres sans aucun espoir de renfort de la part du royaume. Takuto pense que c'est leur chance, car si la ville tombe aux mains des monstres, il y aura beaucoup de réfugiés, qu'ils pourront ajouter à leur population et utiliser comme base pour négocier directement avec le royaume de Foncavan. Takuto envoie immédiatement un groupe d'ambassadeurs à Dragontan, dirigé par Atu, et il rencontre la chamane Bison Tonka et d'autres hommes bêtes à la lisière de la forêt. Atu et les autres dégagent une aura purement maléfique, et les hommes bêtes commencent à paniquer en les voyant. Tonka leur dit de ne pas attaquer ces personnes dans un état de panique, car elle est sûre qu'ils ne peuvent pas les battre. Pendant ce temps, Atu demande aux elfes noirs de rester en retrait, car elle veut parler seule aux hommes bêtes. Tonka panique encore plus à cette idée, car ses subordonnés hommes bêtes sont poussés par leur instinct à courir ou à fuir. Atu commence à déployer ses tentacules pour menacer les hommes bêtes, mais à ce moment-là, un humain idiot intervient et désamorce la situation tendue. Il se présente joyeusement sous le nom de Pépé et demande à Atu de se présenter également. Atu est tellement déconcertée par son attitude qu'elle rétracte immédiatement ses tentacules, mais Tonka craint désormais que cela ne les mène tous à leur perte. Heureusement, Pépé a sauvé tout le monde en engageant la conversation. Il s'avère que les habitants de Dragontan voulaient eux aussi rencontrer le roi Takuto, et que Tonka était à la tête d'une délégation. Atu lui dit qu'il faisait la même chose, et que c'est pour cela qu'ils se sont croisés en chemin. Atu les conduit à l'intérieur de la forêt, et Pépé commence à raconter leurs aventures sur le chemin. Tonka s'excuse au nom de l'idiot, et Atu lui dit que ce n'est pas grave, même si elle est agacée par lui.
Elle demande ensuite à Tonka pourquoi elle n'a pas emmené ses soldats avec elle, et la femme bison répond qu'il ne pourrait de toute façon pas supporter l'atmosphère sombre de la forêt. Elle est curieuse de rencontrer le roi que sert un monstre aussi puissant qu'Atu, mais lorsqu'elle se retrouve face à Takuto, elle ne parvient même pas à comprendre ses véritables capacités. Elle commence à craindre qu'il ne soit en danger, et que Pépé soit le plus en danger en raison de sa personnalité stupide. Plus tôt, alors qu'ils quittaient Dragontan, ils ont croisé un puissant troll, et Pépé a décidé de montrer ses talents en le combattant seul. Il a réussi à maîtriser le troll et à grimper dessus, mais celui-ci s'est relevé et l'a attaqué à nouveau. Pépé s'est figé, pris de panique, mais Tonka est arrivé juste à temps pour le sauver. Elle lui fit la leçon sur son imprudence, puis lui dit qu'en guise de punition, il devait l'accompagner dans la forêt maudite afin d'enquêter sur l'origine des monstres qui attaquaient leur ville ces derniers temps. Elle regrette maintenant sa décision et pense qu'elle n'aurait pas dû emmener un enfant devant la personnification du mal, mais Pépé est Pépé, et il se présente avec assurance à Takuto, lui demandant de devenir son ami. Tonka panique et fait taire l'imbécile, s'excusant en son nom, mais Takuto est heureux car c'est la première fois que quelqu'un lui demande d'être son ami dans ce monde. Il accepte de devenir l'ami de Pépé, à la grande surprise de Tonka, et Atu prend un moment pour analyser la situation avant de féliciter Takuto pour son premier ami. Les elfes noirs se mettent également à l'applaudir, et Tonka est complètement perdu quant à ce qui se passe ici. Après cela, un dîner de bienvenue est servi aux invités, et Tonka est époustouflé par le goût du jus de pomme et les verres transparents. Pépé apprécie également et demande à être resservi, puis il saute immédiatement par-dessus la table pour admirer les muscles de Geia et montrer ses talents de magicien devant Moltar. Takuto est vraiment impressionné par ce dieu des extravertis, mais il ne sait pas comment continuer à partir de là. Il ne veut pas se laisser distraire par sa nouvelle amitié, car ils vont avoir d'importantes discussions diplomatiques, mais il veut aussi montrer aux hommes bêtes qu'il est amical afin qu'ils puissent lui faire confiance. Soudain, il a une idée et demande à Pépé s'il veut jouer à un jeu avec lui. Tout le monde le regarde avec perplexité, mais Pépé accepte volontiers. Il joue à divers jeux, et Pépé bat Takuto à chaque fois, au grand désarroi de Tonka. Il dit ensuite à Takuto que ces nouveaux jeux sont amusants et qu'il devrait les vendre dans leur pays. Tonka panique en entendant cela, mais Takuto accepte volontiers, car il avait de toute façon l'intention de faire des affaires avec eux. Il remercie Pépé d'avoir abordé le sujet, mais se rend compte que le temps des jeux est terminé, car il doit maintenant avoir une discussion diplomatique sérieuse avec les hommes bêtes. Une fois le déjeuner terminé, Takuto fait signe à Atu de commencer la discussion, et elle demande immédiatement à Tonka la raison pour laquelle elle a conduit une délégation ici. Tonka tressaille lorsque le vrai sujet est enfin abordé, et elle révèle que récemment, des barbares maléfiques comme des trolls et des gobelins ont attaqué leur ville. Elle dit qu'ils sont venus ici pour enquêter sur la cause de ces attaques, et Takuto demande immédiatement s'il manque de forces militaires. Tonka panique à cette question, car si Takuto découvre leur faiblesse, il pourra l'utiliser contre eux lors des négociations. Elle répond immédiatement qu'ils sont capables de les repousser sans problème pour l'instant, et comme ils ont envoyé 2 de leurs chamans les plus puissants en mission pour enquêter, cela montre qu'ils ont confiance en leurs forces. Tonka explique qu'ils ne veulent simplement pas prendre de risques, et Atu est d'accord avec elle, car les barbares évitent généralement les civilisations. Tout le monde croit ses paroles, mais Pépé prend alors la parole. Il dit qu'on lui a dit que la mission d'enquête consistait à trouver la source des barbares, sinon leur ville serait détruite, et Tonka est tellement abasourdi qu'elle ne peut même pas le réprimander. Quoi qu'il en soit, Atu lui assure qu'ils n'ont aucune hostilité envers Dragontan ou leur royaume, et qu'ils essaient simplement de développer leur propre nation en paix. Elle ajoute ensuite que le problème des barbares les concerne également, car une fois qu'ils auront détruit Dragontan, ils les attaqueront. Tonka reprend espoir de pouvoir obtenir de l'aide, et Takuto affirme qu'il veut aider ses amis. Tonka lui demande ce qu'il veut en échange, car elle sait qu'elle ne peut plus négocier avec lui sur un pied d'égalité à cause de Pépé. Atu répond qu'ils veulent la veine de dragon dans la ville, et Tonka panique car elle n'en avait même pas parlé. Elle remarque qu'Atu a fait ses recherches, et elle affirme qu'ils se contenteront d'un contrôle conjoint de la veine de dragon, car ils n'ont actuellement pas besoin de toute la mana qu'elle produit. Cependant, elle souhaite que Manara ait le droit de décider en quel élément le mana sera converti. Tonka est surprise d'entendre cela, car ils n'ont pas encore atteint ce niveau de technologie, et elle suppose que Manara est déjà plus avancé qu'eux. Elle se demande si elle doit accepter l'accord, mais décide finalement de parler de Pépé à Takuto et Atu. Elle dit qu'il est encore plus idiot que Goku et Luffy réunis, mais qu'il est talentueux et qu'il est aussi celui qui sait le mieux juger le caractère des gens parmi tous les chamans. C'est pourquoi elle veut qu'ils décident s'ils doivent accepter cet accord, et Pépé lui répond qu'il voulait être ami avec les habitants de ce pays depuis le début. C'est ainsi qu'une alliance entre Manara et le royaume étranger est formée. Quelques jours plus tard, Takuto convoque une réunion pour discuter des détails des négociations qui sont déjà terminées. Emily explique qu'ils exporteront de la nourriture et des jouets vers le royaume étranger, ou plus particulièrement vers Dragontan, et qu'en échange, ils leur fourniront du métal et d'autres produits de première nécessité. De plus, en échange de leur aide pour repousser les barbares,
Ils auront le contrôle conjoint de la veine du dragon. Moltar remercie Pépé pour son imprudence, mais il s'inquiète également pour le garçon. Takuto pense la même chose, mais au fond de son cœur, il sent que Pépé savait que les négociations prendraient beaucoup de temps s'il ne révélait pas la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, alors il a délibérément révélé la vérité afin d'obtenir de l'aide rapidement. Quoi qu'il en soit, ils reprennent la discussion, et Karina et Marina posent des questions sur le royaume étranger, car elles n'en savent rien. Moltar est d'accord avec elle, affirmant qu'ils doivent se renseigner sur les coutumes et les règles du pays avec lequel ils sont alliés, et Takuto n'en a aucune idée, car ce n'était pas vraiment une caractéristique du jeu. Il dit qu'ils s'occuperont de cela plus tard, car pour l'instant, leur priorité est d'aider Dragontan. Il ajoute qu'ils enverront plus tard une délégation à la capitale de Foncavant, car celle-ci est trop éloignée, et Moltar demande quelle raison officielle ils devraient invoquer pour cela. Marina répond qu'ils iront là-bas pour jouer, car c'est ce qu'a dit Pépé, et Takuto aime l'idée d'envoyer un petit groupe présenter ses respects avant d'envoyer une délégation officielle. Moltar se porte volontaire pour diriger le petit groupe, mais Takuto pense qu'il est trop important pour cela. Geia est d'accord, disant que Moltar n'est qu'un vieil homme pour eux, mais que pour les autres pays, il sera comme le ministre de la magie. Moltar est d'accord avec lui et dit que tout le monde ici est trop important dans ce cas, et que les seules candidates appropriées sont les jumelles. Cependant, Takuto pense qu'il est trop dangereux de les envoyer, mais Moltar insiste sur le fait que, puisqu'il les prépare de toute façon à assumer des rôles de direction à l'avenir, il devrait les laisser acquérir de l'expérience. Takuto n'est pas convaincu, alors Atu se porte volontaire pour accompagner les filles afin d'assurer leur sécurité. Moltar lui dit qu'elle est la personne la plus proche du roi, et qu'elle aura donc encore plus d'importance pour le royaume étranger. Atu cède immédiatement en entendant cela, et il ne reste plus que les jumelles. Elle s'approche de Takuto et lui rappelle qu'il leur a dit qu'elles étaient libres, et qu'elles veulent maintenant utiliser cette liberté pour le représenter dans un autre pays. Il leur répond que c'est risqué, mais elles sont prêtes à prendre ce risque. Elles essaient de faire pression sur lui avec leurs yeux innocents de chiot, et Takuto cède, ce qui choque Atu, car jusqu'à présent, elle était la seule à pouvoir le faire. Elle se montre ensuite jalouse et boudeuse, et dit à Takuto de l'oublier et de se constituer un harem. Il ne sait pas comment la consoler, mais les jumelles lui disent alors d'exprimer ses vrais sentiments à son égard. Takuto suit leur conseil et prend la main d'Atu, la remerciant de toujours penser à lui et lui disant qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin sans elle. Il lui dit qu'elle est la seule pour lui, et elle est bouleversée. Elle imagine une vie conjugale heureuse avec lui, et Takuto est simplement content que le problème soit résolu. Après cela, Takuto emmène Atu et les jumeaux à la clinique nouvellement construite, car leur garde du corps pour le voyage à venir s'y trouve. Atu est surprise d'entendre cela, et Takuto lui parle des unités de médecins de la peste qu'il a récemment créées. Takuto ouvre la porte de la clinique et fait entrer son groupe, et les médecins de la peste sortent immédiatement pour l'accueillir. Alors que Marina est frappée par l'apparence étrange de ces personnes, Karina est un peu effrayée. Cependant, contrairement à leur apparence, les médecins ont une personnalité très joyeuse et ils s'émouvent un peu pour accueillir leur roi puissant et sage. Atu, la plus grande admiratrice de Takuto, est impressionnée par leur dévouement et dit qu'ils sont qualifiés pour servir comme ses subordonnés. Takuto lui explique qu'il les avait déjà créés au cas où une urgence médicale surviendrait, mais qu'ils étaient restés en veille pendant tout ce temps. Il ajoute qu'ils seront les gardes du corps parfait pour les jumelles, et Atu est d'accord avec lui. Les jumelles, quant à elles, sont toujours perplexes face à ces étranges hommes masqués, et Takuto leur explique qu'il s'agit de médecins capables de soigner des maladies, et qu'ils sont également doués au combat. Atu explique alors aux médecins leur mission de protéger les jumelles pendant qu'elles observent la culture de Dragontan. Ils sont enthousiasmés par cette mission, mais les filles les trouvent trop bruyants et agaçants. Quoi qu'il en soit, les médecins déclarent qu'ils agiront de la manière la plus humaine possible pour mener à bien cette mission, et satisfait de leur dévouement, Takuto décide de les récompenser en leur donnant des noms. Il les nomme Akiro, Jiro et Subaro, et les médecins sont submergés par l'émotion. Takuto pense que, puisque les unités produites dans ce monde ont des personnalités individuelles, il est logique de leur donner des noms. Cependant, il se rend compte qu'il a peut-être été un peu trop généreux en voyant les médecins s'emballer et Marina agir comme si elle était l'une d'entre eux. Karina, quant à elle, est trop timide pour les approcher, et Atu comprend ce qu'elle ressent. De son côté, la mère de Dragontan pique une crise parce qu'elle est trop occupée par son travail. L'elfe nommé Antique pensait qu'elle pourrait mener une vie facile si elle quittait son pays et venait s'installer en territoire neutre, mais il y a trop de travail ici et elle n'a même pas le temps de se trouver un petit ami. Elle est encore plus énervée par le fait qu'elle doit travailler avec les forces du mal pour protéger sa ville, mais alors qu'elle pique une crise, sa subordonnée arrive. Antique endosse immédiatement son rôle professionnel et lui demande ce dont elle a besoin. La femme lui dit que certaines personnes veulent la rencontrer sans rendez-vous, et Antique lui dit de les renvoyer car son temps est plus précieux que l'or. Cependant, lorsque la femme lui dit que les invités inattendus viennent de Manara, elle panique et décide de laisser tomber tout son travail pour les rencontrer. En se rendant dans la salle d'attente,
elle trouve les jumelles assises sur le canapé, avec les 3 médecins menaçants derrière elle. Antique est effrayée par l'aura maléfique que dégagent les médecins, et elle se demande si les chamans sont devenus fous pour s'allier à des gens comme eux. Quoi qu'il en soit, elle accueille les filles, qui se présentent comme des représentantes de Manara. Antique se méfie d'elle, car elle a entendu des histoires sur les assassins elfes noirs, et elle trouve les médecins encore plus louches. Karina remarque qu'elle semble mal à l'aise, mais avant qu'elle puisse en parler, Antique s'excuse de ne pas être prête à les accueillir. Karina et Marina lui disent que ce n'est pas grave, puis Antique se met à réfléchir, pourquoi quelqu'un enverrait-il 2 enfants ici? Elle se souvient soudain que Tonka a parlé de 2 sœurs jumelles qui sont élevées par le roi noir pour devenir les futures dirigeantes, et elle panique en réalisant qu'elle a affaire à des personnes vraiment importantes. Elle se rend compte que si elle fait une erreur ici, cela pourrait créer des problèmes pour son pays. Elle demande nerveusement aux jumelles la raison de leur visite, mais elle ne trouve pas de réponse. Giro s'avance pour répondre à la question à leur place et dit à Antique qu'elles sont là parce que Pépé les a invitées à venir jouer. Il lui assure qu'il s'agit d'une visite informelle au cours de laquelle elle souhaite en apprendre davantage sur la culture et le mode de vie de leur nation alliée, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de discussion officielle car les filles ne sont pas encore prêtes pour cela. Antique est ravie d'entendre cela, car elle n'aura pas à se soucier de négocier avec les filles. Elle décide d'entretenir de bonnes relations avec elles pour le bien de l'avenir de tous et se propose de leur faire visiter la ville. Les jumelles acceptent volontiers son offre, et Antique passe la journée à leur faire visiter la ville, tandis que Takuto observe tout cela à travers les yeux des médecins. Après avoir exploré la ville, les filles se rendent à leur logement dans la soirée. Karina entame une discussion sur ce qu'elles ont observé aujourd'hui, et Marina dit qu'elle a remarqué un sentiment d'anxiété chez les gens. Ils avaient peur des ennemis à l'extérieur tout en étant confrontés à des problèmes alimentaires, et Marina pouvait le comprendre car elle est sensible aux émotions des autres. Les médecins sont impressionnés par cette remarque et leur montrent quelque chose qu'ils ont trouvé au marché. Lorsque Marina ouvre le sac qu'ils lui tendent, elle découvre une fleur blanche. Karina reconnaît qu'il s'agit d'un pavot, une fleur utilisée comme stupéfiant et interdite sur presque tout le continent. Elle trouve que la fleur a l'air trop belle pour être sauvage et en conclut que quelqu'un essaie de vendre de la drogue à Dragontan pour profiter de l'anxiété des habitants. Karina se met en colère en pensant que quelqu'un tente de ruiner la paix alors qu'Antique travaille dur pour protéger la ville, et les médecins décident d'être plus prudents à partir de maintenant. Le lendemain, Karina et Marina visitent le champ de veines de dragon, qui regorge de cristaux remplis de mana. Les filles sont surprises par le site, mais alors qu'elles admirent les cristaux, un marchand nommé Vesta s'approche d'elles. Il dit aux jumelles qu'il a entendu dire que les veines de dragon étaient désormais contrôlées conjointement par Dragontan et Manara, et qu'il avait donc une proposition commerciale à leur faire. Il leur explique que l'herbe à pavot pousse bien dans cet endroit riche en mana et qu'il souhaite la cultiver car elle se vend à un prix élevé. Il propose de donner une partie des bénéfices à Manara ainsi que d'autres cadeaux pour leur roi, et les jumelles lui demandent plus de détails à ce sujet. Vesta leur dit qu'ils discuteront du reste en privé et leur donne l'adresse où ils pourront le retrouver plus tard. Il est ravi que les personnes malveillantes soient si faciles à convaincre, mais les jumeaux sont furieux d'apprendre qu'il est celui qui tente de détruire la ville. Ils ne lui rendent pas visite et vont plutôt retrouver Antique, leur voyage touchant à sa fin. Elle est heureuse qu'elles aient apprécié leur séjour dans la ville et leur demande de la présenter au roi comme une mère intelligente et compétente. À ce moment-là, Vesta arrive avec son larbin, et Antique panique en le voyant. Elle demande qui lui a donné la permission d'entrer ici, mais il répond qu'ils sont entrés par la force. Vesta demande alors aux filles quelle est leur réponse à son offre précédente, car elles ne sont pas venues le rencontrer. Antique perd la tête en pensant que les jumelles maléfiques ont conclu un accord avec une ordure comme Vesta, mais Karina lui assure qu'elles n'ont pas l'intention de s'associer à cela. Elle dit à Vesta qu'il aurait dû être assez intelligent pour comprendre qu'elle ne travaillerait pas avec lui puisqu'elles ne se sont pas présentées. Elle demande ensuite à Antique si elles peuvent traiter avec Vesta, car elle ne le ferait pas si cela causait des problèmes entre leurs pays. Antique est plus qu'heureuse de les laisser s'occuper du marchand véreux et de ses sbires, et les médecins s'interposent immédiatement entre eux et les jumelles. Voyant qu'elles ont l'intention de se battre, Vesta sort une seringue remplie d'extrait de pavot et dit aux filles qu'une seule dose de cette substance les rendra dépendantes. Elle lui rappelle que s'il leur fait quoi que ce soit, il se mettra à dos toute la nation de Manara, et que le roi ne le laissera pas mourir en paix. Vesta répond que tout ira bien, car après cette injection, les filles feront tout ce qu'il veut, et le roi suivra également ses ordres. Vesta tend alors la seringue à ses hommes et s'écarte, mais soudain, l'épée d'un de ses sbires vole droit vers lui. Pris de panique, il se retourne et ce qu'il voit devant ses yeux est encore plus terrifiant. Pendant ce temps, à Manara, Emily fait son rapport à Takuto et lui demande pourquoi il a envoyé les médecins comme garde du corps alors qu'ils auraient pu envoyer leurs guerriers. Takuto lui répond que les médecins aiment vraiment les humains et les demi-humains, et que grâce à cela, ils bénéficient de bonus supplémentaires lorsqu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les soignent ou qu'ils les combattent. De retour dans le bureau d'Antique, les médecins de la peste ont massacré les hommes de main de Vesta et les ont écorchés. Ils ont également retiré leur déguisement, révélant qu'ils sont des monstres patchwork qui ne sont pas humains, mais qui veulent devenir humains en portant leur peau.
Antique est horrifiée par cette vision, et Marina la réconforte, tandis que Karina ordonne aux médecins d'achever Vesta parce qu'il a menacé de leur faire du mal et a insulté leur roi. Vesta leur dit d'arrêter parce qu'ils sont des gens mauvais, tout comme lui, mais Karina lui répond qu'être mauvais signifie être libre de faire tout ce qu'on veut, et qu'elle veut sa mort. Sur son ordre, les médecins s'occupent rapidement de Vesta, et maintenant, tous les trois ont des peaux humaines à porter. Alors que Marina leur dit qu'ils ont désormais l'air humain, Karina s'excuse auprès d'Antique de l'avoir traumatisée et d'avoir mis son bureau en désordre. Elle commence à se demander comment ils vont payer les frais de nettoyage, mais Antique lui répond nerveusement que ce n'est pas grave. Karina est heureuse d'entendre cela, mais Antique est encore plus terrifiée maintenant qu'elle sait que les jumelles ne sont pas du tout déconcertées par cette scène horrible. Elle se pisse dessus de peur, et en voyant cela, les médecins décident également de faire de même, car c'est une réaction humaine. Cependant, Karina leur donne un coup de pied alors qu'elle leur dit d'arrêter, et quelque chose se brise dans l'esprit d'Antique alors qu'elle se met à rire. Peu après, les jumelles reviennent à Manara et rapportent ce qu'elles ont découvert, mais Atou se met en colère lorsqu'elle réalise ce qu'elles ont fait à Dragontan. Au lieu de gronder les filles, elle passe sa colère sur Takuto, car c'est lui qui les a laissées aller aussi loin. Elle sait qu'il a délaissé son travail pour pouvoir les surveiller, et malgré cela, il les a laissés massacrer les bandits dans le bureau d'Antique. Takuto explique qu'il ne les a pas arrêtés parce qu'il pensait qu'elle le détesterait, ce qui l'a fait hurler encore plus fort, lui demandant s'il est le père d'adolescentes. Atou se tourne ensuite vers les jumelles, qui portent toujours leurs capes ensanglantées, et les réprimande pour avoir commis des actes aussi violents. Elle s'en prend ensuite aux médecins, mais ceux-ci sont en réalité fiers d'avoir tué 3 personnes et d'avoir revêtu leur peau pour devenir plus humains. Atou perd son sang-froid et, en guise de punition, elle demande à tout le monde d'écrire une dissertation sur les erreurs qu'ils ont commises, ce qui est une punition plutôt légère pour avoir tué 3 types dans un autre pays. Après cela, une réunion est organisée pour discuter de la manière dont ils vont aborder Dragontan, mais Takuto est trop occupé à distribuer des bonbons aux jumelles. Atou les gronde une fois de plus, mais les elfes noirs lui disent de se calmer car ils doivent d'abord terminer la réunion. Moltar dit que les elfes sont également en partie responsables de ne pas avoir enseigné les bonnes manières aux jumeaux, et Atou décide de s'occuper d'eux plus tard. Au début de la réunion, Moltar demande aux jumeaux si leur rapport est exact, et ils sont convaincus que toutes leurs observations sont correctes. Les elfes lisent que Dragontan est en grande difficulté. La nourriture est rare et il n'y a pas assez de gardes pour patrouiller dans la ville, ce qui entraîne une augmentation de la criminalité. Cependant, le plus gros problème reste les attaques des barbares, qui impliquent des gobelins, des orques et des géants des collines. Si les gobelins et les orques ne sont que des monstres de bas niveau, les géants des collines sont quant à eux très puissants et difficiles à vaincre. Moltar explique que les soldats et les chamans de Dragontan n'ont pas réussi à trouver la source exacte d'où proviennent les monstres, et il pense que c'est parce qu'ils sont trop épuisés pour utiliser pleinement leur sens aiguisé. Gei a dit qu'il devrait immédiatement envoyer une armée pour aider Dragontan avant qu'il ne tombe aux mains des monstres, mais Emily pense qu'envoyer leurs travailleurs se battre à la guerre pourrait causer des problèmes à leur économie. Atou leur annonce qu'elle va participer à l'expédition et qu'ils devraient donc organiser le reste des troupes en conséquence. Elle explique que même si les monstres auxquels ils sont confrontés sont de bas niveau, elle devrait pouvoir acquérir des compétences utiles auprès d'eux, ce qui rendra leur pays plus fort. Takuto approuve cette idée, puis Moltar suggère de l'accompagner, car il peut aider aussi bien au combat que dans les affaires diplomatiques. Il décide d'emmener certains de ses élèves pour l'assister, et Gei a dit que dans ce cas, il n'est pas nécessaire que lui et les guerriers quittent Manara. Cependant, Emily n'est pas sûre qu'ils soient assez forts pour protéger le pays, car Atou est leur principale source de dégâts. Atou est d'accord avec elle, mais se tourne vers Takuto pour obtenir une réponse. Ce dernier annonce à tout le monde qu'il va bientôt invoquer un héros, et qu'ils n'ont donc plus à s'inquiéter pour la défense. Les elfes sont très surpris d'entendre cela et déclarent que le timing est si parfait qu'on dirait que Takuto a vu l'avenir. Takuto veut leur dire que ce n'est qu'une coïncidence, mais il décide finalement de simplement profiter des louanges. Peu après, le moment est venu d'invoquer le héros, et toutes les ressources nécessaires à l'invocation sont rassemblées sur l'autel. Tout le monde est impatient d'assister à l'invocation, et Takuto est le plus enthousiaste, car cela lui rappelle l'époque où il économisait des ressources pour invoquer des héros dans le jeu. Avant l'invocation, Takuto communique par télépathie avec Atou pour lui demander ce qu'elle pense qu'il se passera lorsqu'ils invoqueront Isla. Elle n'en est pas sûre, car c'est le premier héros qu'ils invoquent, et elle espère qu'Isla sera obéissante envers Takuto. Cependant, au cas où elle serait hostile, Atou est prête à risquer sa vie pour protéger son roi. Takuto la remercie d'être toujours à ses côtés, mais lui demande de ne pas risquer sa vie, car il ne pourra pas l'invoquer à nouveau si elle meurt. Sur ces mots, il commence le rituel d'invocation, créant une sphère de mana sombre qui dévore toutes les ressources avant de se transformer en œuf. Lorsque l'œuf se fissure, Isla, la reine des insectes, en émerge. Takuto la regarde avec impatience, et lorsqu'Isla pousse un cri strident, il sursaute. Heureusement, elle lui est entièrement dévouée et s'incline devant lui pour le remercier de l'avoir amené dans ce monde.
Il est également heureux de la voir et lui demande si elle se souvient de lui. Isla lui répond qu'elle se souvient bien sûr de lui, car ses souvenirs du jeu sont intacts, mais Atu s'interpose entre eux pour vérifier quelque chose. Elle demande à Isla si elle est vraiment loyale envers Takuto, et la reine des insectes commence à lui caresser la tête en disant qu'elle ne peut être loyale envers personne d'autre que son roi. Atu est troublé par cette remarque et lui demande d'arrêter, mais Isla est plus intéressée par leur situation actuelle. Takuto l'emmène au palais où il lui explique qu'il a été convoqué dans ce monde avec Atu, et que c'est grâce à elle qu'ils ont réussi à arriver jusqu'ici. Atu est très flatté d'entendre cela, et les deux commencent à flirter. Isla leur dit de prendre une chambre avant d'annoncer à Takuto qu'elle assumera le rôle de protectrice de leur royaume comme il le lui a ordonné, et que c'est Atu qui ira aider Dragontan. Atu se sent déjà seul à l'idée d'être loin de Takuto, et il dit qu'il ne sait pas s'il pourra fonctionner correctement sans son soutien. Pendant ce temps, Isla les observe et les encourage comme une vieille grand-mère. Le lendemain, Atu se prépare à partir pour Dragontan avec Moltar et ses élèves. Elle fait ses adieux émouvants à Takuto, et une fois qu'elle est partie, Isla lui dit qu'elle devrait également se mettre au travail. Sa première tâche consiste à devenir la secrétaire temporaire de Takuto, et contrairement à Atu, elle est assez stricte. Elle dit à Takuto qu'il ne peut pas dormir jusqu'à midi parce qu'il est le roi et que son peuple l'admire. Marina et Karina sont surprises par la différence entre Atu et Isla, mais elles s'entendent bien avec les deux, donc tout va bien. Après cela, Isla demande à Takuto la permission d'emmener les jumelles avec elle afin qu'elle lui fasse visiter leurs installations. Takuto lui donne la permission, et juste au moment où Isla et les jumelles partent, Emily arrive avec son rapport sur la réaffectation du personnel. Takuto est nerveux lorsqu'il reçoit le rapport, car c'est la première fois qu'il traite avec les elfes sans Atu. Il parvient tant bien que mal à parler correctement à Emily et à lui donner des suggestions pour rendre la répartition de leurs travailleurs plus efficace, mais cela l'épuise. Cependant, son travail n'est pas encore terminé, et Geia arrive immédiatement avec son rapport. De leur côté, les jumeaux font visiter leur ville à Isla lorsqu'Emily arrive. Elle semble pressée, mais dès qu'elle aperçoit Isla, elle se met à se plaindre de Geia, qui casse tout le matériel d'entraînement et lui impose une lourde charge de travail. Elle se repose contre les melons arthropodes d'Isla en pleurant sur la quantité de travail qu'elle doit accomplir depuis le départ de Moltar, et Isla la réconforte gentiment en lui disant qu'elle grondera Geia plus tard. Quelques minutes plus tard, ils se rendent au terrain d'entraînement où tout le monde s'entraîne normalement, mais dès que Geia entre, il casse l'épée d'entraînement de tout le monde d'un geste rapide. Il leur dit de s'améliorer car ils ne peuvent pas protéger le pays comme ça, mais Isla le domine de toute sa hauteur et lui dit qu'ils doivent d'abord vérifier leurs provisions. Geia est intimidée et s'excuse de s'être laissée emporter, et Isla, la maman universelle, commence à lui caresser la tête en lui disant qu'il deviendra un meilleur guerrier s'il apprend à être calme et mature. À ce moment-là, elle entend une alarme, et les jumeaux lui disent que c'est l'heure du déjeuner. Ils l'emmènent à la cuisine communautaire où tout le monde mange, et les elfes ont sorti des couverts de luxe pour Isla. Cependant, elle s'assoit avec le reste des elfes pour manger. Tout le monde pense qu'elle est leur supérieure et qu'elle devrait donc être mieux traitée, mais Isla leur dit qu'elle est une héroïne gardienne et qu'elle ne peut protéger le peuple de Manara que si elle vit avec eux et les comprend. À ce moment-là, les jumelles arrivent avec des couverts en bois faits sur mesure pour elles, et Isla accepte volontiers leur cadeau. Elle serre les filles dans ses bras et leur caresse la tête, ce dont elle rêvait secrètement depuis tout ce temps. Plus tard dans la nuit, elle patrouille dans la ville tout en réfléchissant à la manière d'améliorer ses défenses. Lorsqu'elle entend quelqu'un pleurer, elle se rend immédiatement à la cabane dans les arbres et découvre que c'est Karina qui sanglote et que Marina tente de la consoler. Isla leur demande ce qui s'est passé, et Karina répond qu'elle n'arrive pas à dormir car elle fait sans cesse des rêves où leur mère est encore en vie et où tout va bien. Quand elle se réveille, elle réalise que ses rêves ne pourront jamais se réaliser et elle se met à pleurer à chaque fois. Les jumelles lui disent qu'elles s'en remettent peu à peu et qu'Isla n'a pas à s'inquiéter pour elle, mais elle a une meilleure idée. Elle serre les filles dans ses bras et leur dit qu'elle dormira avec elles à partir de maintenant, afin qu'elle l'ait à leur côté à leur réveil. Le lendemain, Isla rend visite à Takuto avec son rapport. Elle suggère de construire une école, car cela permettra d'accélérer leurs recherches et de promouvoir leurs unités. Elle suggère également de planter une herbe appelée « roseau vivant » aux frontières, qui servira de mur et infligera des dégâts à quiconque tentera d'entrer de force. Elle décide ensuite de pondre des œufs qui donneront naissance à des insectes ouvriers, et Takuto est ravi de toutes ces idées. Isla lui pose alors des questions sur Atu, et il utilise sa sensibilité partagée pour découvrir qu'elle est sur le point d'affronter un groupe de monstres. Les monstres se précipitent vers les remparts de la ville, mais Atu envoie ses tentacules pour mettre fin à leur vie en un clin d'œil. La mère antique est également avec elle, et elle est absolument horrifiée en voyant le pouvoir d'Atu. Elle commence à bégayer en parlant à Atu de sa bonne relation avec les jumeaux, espérant que cela incitera la femme monstrueuse à la voir sous un jour plus positif. Atu comprend ce qui fait paniquer Antique, alors elle lui demande de faire une pause. Elle lui assure qu'elle peut s'occuper du problème elle-même, et Antique s'excuse immédiatement. Au bout d'un moment, Atu fait une pause dans sa chasse aux monstres, et un homme bête lui offre du jus de fruits.
Moltar remarque qu'elle commence à bien s'intégrer parmi les gens d'ici. Au départ, il pensait que tout le monde aurait très peur d'elle, mais grâce à Pépé, cela n'a pas été le cas. Atou se fâche en entendant le nom de Pépé, car lorsqu'il a vu ses tentacules plus tôt, il l'a traité de pieuvre. Atou était discrètement en colère lorsque tout le monde a commencé à la traiter de pieuvre, mais avant qu'elle ne puisse s'en prendre à Pépé, celui-ci lui a dit de protéger la ville pendant qu'il se rendait au royaume principal pour signaler l'incident. Même maintenant, Atou ne peut que bouder à ce sujet, mais Moltar lui pose alors des questions sur la récolte de compétences. Elle lui répond qu'elle a rassemblé beaucoup de compétences utiles auprès des monstres, et Moltar lui dit que Takuto sera ravi de l'apprendre. Atou est enthousiaste à cette nouvelle et dit qu'elle veut qu'il la félicite beaucoup, quand soudain, elle sent qu'un autre monstre s'approche d'eux. Cette fois, il s'agit d'un géant des collines, et Moltar vérifie s'il est contrôlé par un sortilège. Il ne trouve rien d'anormal dans le mana du géant des collines, et Atou dit qu'ils doivent rapidement trouver la source du problème s'ils veulent retourner dans leur royaume. À ce moment-là, Antique arrive en courant pour les informer de la présence du géant des collines. Elle dit que leurs soldats se préparent à le combattre, mais Atou lui dit de se détendre car elle peut s'occuper seule d'un géant des collines. Elle se précipite, puis Moltar décide de l'aider car il n'aime pas rester les bras croisés. Il utilise un sortilège de niveau militaire appelé « Terre de ruine », qui donne à Atou un avantage topographique tout en affaiblissant considérablement le géant des collines. Atou utilise les compétences de l'épée sacrée pour trancher le géant des collines d'un seul coup, mais quelque chose de vraiment surprenant se produit alors. Le corps du monstre disparaît, laissant derrière lui des pièces d'or. Atou contacte immédiatement Takuto pour lui faire part de cet étrange événement. Elle dit que même Moltar n'a jamais vu ou entendu parler d'une telle chose, et qu'il ne peut pas non plus identifier les pièces. Takuto relie sa vision à celle d'Atou pour voir les pièces, et il se souvient qu'elles proviennent d'un autre jeu auquel il a joué, appelé Brave Quest. À ce moment-là, une immense armée de monstres commence à approcher de la ville, commandée par un géant des rochers et un Chronos mal nourri qui a abandonné ses lames en échange de magie. Takuto peut le voir aussi, et il dit à Atou d'être prudente car cette fois-ci, ils font face à des ennemis issus d'un jeu de rôle. Au même moment, loin au nord, Sainte Solina mène un groupe de chevaliers à la poursuite de la sorcière Arakino. Alors qu'ils atteignent un village détruit, Solina commence à chercher des traces de la sorcière, quand soudain, ces hommes sont touchés par des tirs à la tête simultanée et meurent sur le coup. Alors qu'elle se demande ce qui se passe, Arakino arrive et déclare fièrement qu'elle va gagner cette fois-ci. Solina est dégoûtée de la voir, car elle a déjà tué Arakino 17 fois, et celle-ci est toujours revenue à la vie, causant encore plus de problèmes à Solina et au royaume. Elle ne comprend pas comment la sorcière peut toujours revenir à la vie, et Arakino répond qu'elle ne comprend pas comment la sainte peut la tuer si facilement à chaque fois. Arakino tente de gagner du temps, mais Solina comprend qu'elle prépare quelque chose et la force à dévoiler son jeu. Arakino invoque son armée de zombies pour attaquer Solina, mais celle-ci utilise son pouvoir pour invoquer des flammes sacrées qui brûlent les zombies. Arakino panique car elle se rend compte qu'elle ne peut pas gagner contre la sainte cette fois-ci non plus. Solina se précipite vers elle et la transperce avec son bâton, et Arakino maudit le jeu pour être trop difficile à battre. Elle meurt, mais Solina se demande combien de temps il faudra avant qu'elle ne doive à nouveau affronter cette sorcière folle. De son côté, Takuto en dit plus à Atou sur le RPG intitulé Brave Quest, dans lequel leur objectif est de vaincre le roi démon. Les monstres de ce jeu apparaissent de manière aléatoire et attaquent sans prévenir, et il pense que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu trouver la source des monstres qui attaquent Dragontan. Il dit qu'il est logique qu'il y ait des unités provenant de différents jeux dans ce monde si elles sont là, car elles connaissent déjà l'existence des sorcières qui n'étaient pas présentes dans leur jeu. Cela dit que puisque Takuto a joué à Brave Quest, ils ont l'avantage de connaître leur ennemi. Il est d'accord et décide de partager les détails sur l'ennemi et la stratégie gagnante avec Atou. Pendant ce temps, les deux généraux démons reçoivent l'ordre du roi démon d'utiliser tous les moyens nécessaires pour conquérir le monde. Ice Rock dit qu'ils ont de la chance que même lorsqu'ils sont arrivés dans ce nouveau monde, de petits monstres comme les gobelins et les orques se rassemblent toujours sous la bannière du roi démon. Chronos de Tému, également connu sous le nom de Flamin, est d'accord avec lui, puis Ice Rock ordonne aux monstres de détruire la ville et de semer la souffrance parmi les citoyens au nom du seigneur démon. Sur ce, les monstres se ruent vers la ville, et Ice Rock décide de se joindre à eux. Flamin lui dit qu'il va rester en retrait pour l'instant, mais il a un autre objectif en tête. Cependant, alors que les monstres approchent de la ville, Moltar lance le sort militaire, Terre de ruine, sur une vaste zone. Les monstres commencent à souffrir à cause de cela, mais les démons de haut niveau comme Ice Rock et son assistant magicien deviennent encore plus puissants. Ils se demandent ce qu'est ce sort étrange, et le magicien dit que c'est peut-être l'œuvre du héros élu. Ice Rock se met en colère contre lui pour avoir dit cela, car il n'utilise pas le mot « H ». Soudain, Atou poignarde le magicien par surprise, puis s'approche hardiment d'Ice Rock, qu'elle identifie grâce aux détails que Takuto lui a donnés. Ice Rock lui demande qui elle est, et Atou se présente comme un personnage du jeu appelé Eternal Nation et déclare qu'elle tuera tous ses ennemis jusqu'au dernier. Au même moment,
Les habitants de Dragontan tentent de repousser l'armée de monstres en leur tirant des flèches, mais cela ne leur cause aucun dommage. Antique dit aux soldats de continuer à tirer sur les ennemis pour les ralentir, et elle prévoit d'utiliser le temps ainsi gagné pour évacuer les habitants. Elle décide d'abandonner la ville, mais Moltar lui dit que ce n'est pas nécessaire, car ils vont gagner. Antique a décidé de ne faire confiance à personne qui dit « Non, je vais gagner », mais Moltar lui montre les explosions sur le champ de bataille. Il lui dit qu'Atou est déjà en train de combattre le chef ennemi et qu'une fois qu'elle l'aura vaincu, toute l'armée de monstres sera facile à vaincre. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Ice Rock envoie des pics de glace pour frapper Atou, mais elle les esquive tous en chargeant vers lui. Elle ne parvient pas à le toucher avec une épée sacrée, mais réussit à abattre un bon nombre de monstres autour d'elle. Tout cela grâce au conseil de Takuto, qui lui a dit d'utiliser des compétences à large portée. Dans Brave Quest, les héros et les méchants ont tous deux des compétences à courte portée pour les combats en tête-à-tête, mais dans Eternal Nation, ils se battent en tant qu'armée et disposent de compétences à beaucoup plus longue portée, ce qui leur confère un énorme avantage. Ice Rock demande à Atou pourquoi elle s'oppose à eux alors qu'elle est elle-même un démon. Il lui demande de rejoindre l'armée du Seigneur Démon et de conquérir le monde, mais elle refuse, prétextant qu'elle est trop occupée à diriger un petit royaume et qu'elle ne peut donc pas supporter le stress lié à la gestion du monde entier. Ice Rock ne comprend même pas ce qu'elle dit, et Atou se rend compte qu'il n'est qu'un boss de niveau intermédiaire dans un petit jeu RPG qui n'existe que pour être vaincu. Ice Rock ne sait même pas ce que signifie RPG, mais Atou lui dit qu'il doit se souvenir d'avoir été vaincu par le héros à maintes reprises. Cette phrase blesse le cœur fragile du démon géant, qui se met à attaquer Atou avec rage. Elle bloque facilement toutes ses attaques et le nargue davantage, alors Ice Rock lui lance son attaque ultime. Atou pense qu'elle peut facilement esquiver son attaque lente, mais elle se rend compte que ses jambes sont gelées à cause d'un effet secondaire de l'attaque ennemie. Elle essaie de bloquer l'attaque ultime, mais finit par être touchée. Une boue noire s'écoule de son épaule blessée, mais cela ne suffit pas à la tuer. Atou poignarde immédiatement le démon avec ses tentacules, le tuant sur le coup et le transformant en un tas de pièces de monnaie. Cependant, elle n'est pas fière de sa victoire, mais honteuse d'avoir été blessée. Ses blessures guérissent immédiatement, mais elle pique une crise, affirmant qu'elle n'aurait pas dû être touchée par cette attaque stupide et lente. À ce moment-là, son système lui indique qu'elle a acquis la compétence ultime d'Ice Rock qui ne rate jamais. Atou comprend enfin pourquoi elle a été figée et réalise ce que c'est que de combattre des ennemis issus de différents genres de jeux. Quoi qu'il en soit, elle est contente que le combat soit terminé et contacte Takuto pour l'informer de sa victoire, mais elle apprend alors la nouvelle choquante que l'autre moitié de l'armée des monstres, menée par le général Flamin, a déjà atteint Manara. Un soldat elfe noir se précipite immédiatement dans le bureau de Takuto pour lui signaler que les ennemis ont pénétré sur leur territoire, mais Takuto lui dit de se calmer car il est au courant de tout ce qui se passe dans son domaine. Et cela dit également aux soldats de se calmer car il maîtrise la situation et que GIA et d'autres responsables importants sont déjà en route. Le soldat retourne immédiatement à son poste, et les jumeaux demandent à Takuto s'ils sont en danger. Il leur répond qu'il ne court aucun risque tant qu'Esla et lui sont là, mais il se sent tout de même un peu inquiet. Esla dit qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce que les ennemis attaquent leur royaume, et elle demande à Takuto ce qu'il doit faire maintenant, car le Seigneur Démon pourrait être un joueur comme lui. Takuto répond que peu importe que le Seigneur Démon soit un joueur ou non, car il a commis une erreur en attaquant leur royaume et qu'ils vont maintenant l'écraser. Sur ce, ils partent pour le champ de bataille, et Takuto commence à compter leurs forces. Leur principale unité de combat est Esla, puis il y a les soldats elfes sous le commandement de GIA. Les médecins ont également des capacités de combat décentes en plus de leurs capacités de guérison, et enfin, ils ont les larves qu'Esla a mises au monde. Esla dit qu'elle a élevé ces larves uniquement pour le travail, mais grâce à ces améliorations, elles peuvent se débrouiller correctement au combat. À ce moment-là, Takuto reçoit un message d'Emily lui disant qu'elle a évacué tous les non-combattants. Peu après, il reçoit un autre message, cette fois de GIA, qui lui dit qu'ils ont découvert que les ennemis comptent environ 1000 soldats, dont des gobelins et des orques. Il y a également des créatures étranges qu'il n'a jamais vues auparavant, et Takuto lui dit de continuer à défendre la capitale pendant qu'il finalise sa stratégie. Après cela, Takuto pense qu'il y a de fortes chances qu'un général démoniaque dirige l'armée, ce qui peut poser problème. Il élabore rapidement une stratégie, et Esla pense qu'il va produire en masse des unités de combat avec le mana qu'ils ont stocké afin de combler l'écart entre eux et l'ennemi. Cependant, le véritable plan de Takuto est tout autre. Il accorde immédiatement à Esla tout le mana excédentaire que son royaume a accumulé au cours des dernières semaines, lui permettant ainsi de monter en niveau à une vitesse folle afin qu'elle puisse débloquer les compétences appelées Prédation et Parasite. Takuto dit à Esla d'utiliser ses compétences pour anéantir les forces ennemies, et elle répond qu'elle est honorée qu'il ait choisi de lui confier la défense du royaume. Takuto dit qu'après avoir regardé la bataille à Dragontan, il s'est rendu compte qu'Esla est l'unité la plus forte de son côté capable de faire face aux ennemis, et maintenant qu'elle a gagné des niveaux, cela devrait être facile pour elle. Esla se prépare à attaquer l'armée démoniaque,
mais Takuto l'avertit de se méfier des attaques qui suivent la logique des jeux de rôle. Esla se souvient comment Atu a été pris au dépourvu et promet d'être prudente alors qu'elle s'envole vers la position ennemie. Pendant ce temps, les soldats d'élite de l'armée du Seigneur Démon se demandent pourquoi ils sont là. L'un d'eux dit que le Seigneur Démon ne sait probablement même pas que Flamin mène les troupes ici. Le chevalier de feu est choqué d'entendre cela, et le sorcier démon lui dit que Flamin essaie probablement de trahir le Seigneur Démon. Alors qu'il commence à lui raconter les ragots croustillants qu'il a entendus, ils aperçoivent quelqu'un qui s'approche d'eux, mais ce n'est qu'un ogre qu'ils ont envoyé en reconnaissance dans la région. Cependant, l'ogre a d'étranges bosses sur tout le corps et semble souffrir le martyre. Les guerriers d'élite sont sur leur garde et lui disent de rester en arrière, mais soudain, les bosses sur le corps de l'ogre explosent et de petites larves jaillissent vers les démons. Les démons ont du mal à les combattre et décident de battre en retraite lorsqu'ils entendent la voix d'Esla leur dire qu'elle est déçue par l'armée démoniaque si elle n'est même pas capable de gérer cela. Les démons se demandent d'où vient la voix, puis Esla descend d'un arbre, prête à bondir sur eux. Elle se débarrasse rapidement de tous les démons et les mange pour augmenter sa puissance, mais elle constate qu'ils ne sont même pas une bonne source de protéines. À ce moment-là, le général démon Flamin arrive sur les lieux et est très surpris de voir toutes ses troupes vaincues. Il demande à Esla de se présenter avant de révéler qu'il est l'un des 4 généraux démons, ce qui réjouit Esla car elle avait hâte de le combattre. Elle dit qu'elle savait qu'il y aurait un ennemi de très haut niveau quittant l'armée, tout comme Ice Rock à Dragontan. Flamin se rend compte qu'Ice Rock est déjà mort, mais cela ne l'attriste pas vraiment. Il dit à Esla qu'Ice Rock était le plus faible des 4 généraux et aussi le plus stupide, et qu'elle ne devrait donc pas le comparer à cette brute. Elle lui répond que peu importe sa force, car il perdra aussi, et Flamin n'apprécie pas cette remarque. Les deux continuent à se narguer, mais Flamin finit par déclarer qu'il va détrôner Takuto, ce qui met Esla et ses larves mignonnes mais effrayantes hors d'eux. Flamin active sa puissance de feu et charge vers Esla, et Takuto peut voir la bataille en temps réel grâce à leur sens partagé. Il trouve que la seule chose intéressante sur le champ de bataille en ce moment est le combat entre Esla et Flamin. Ces larves sont en patrouille et éliminent tout ennemi perdu dans la forêt, tandis que Geia et ses soldats défendent les frontières de la ville contre les ennemis qui les atteignent. Les médecins sont également prêts à intervenir, et tout semble aller pour le mieux, mais Takuto a l'impression qu'il manque quelque chose. Il demande aux jumeaux s'ils ont remarqué quelque chose, mais eux non plus n'ont aucune idée de ce qui se passe. Pendant ce temps, Flamin et Esla continuent de se battre, et Esla ne cesse de le repousser avec ses attaques rapides. Flamin la traite de monstre, ce qui l'offense, alors elle invoque ses larves pour lui sauter dessus. Cependant, le démon les brûle en une seconde, puis invoque une bande de monstres pour l'aider. Esla crie à la triche, mais demande ensuite à Flamin si elle peut obtenir une réponse à une question. Il lui lance immédiatement des boules de feu, lui disant qu'ils sont en plein combat à mort. Esla dévie toutes ses attaques à l'aide de ses larves, puis plante son dard dans le sol, injectant quelques larves dans la terre. Elle dit que son roi veut savoir pourquoi le seigneur démon les attaque, puis ses larves s'introduisent dans les corps des spires de Flamin, les dévorant de l'intérieur avant de se précipiter vers lui. Il les brûle immédiatement à l'aide d'un mur de feu, et Esla reprend son assaut impitoyable. Flamin esquive tous les coups et dit que soit son roi lui cache la vérité, soit il est stupide et ne sait rien lui-même. Il demande alors à Esla ce qu'elle pense d'elle-même, mais elle ne comprend pas sa question. Il lui lance un coup de poing enflammé tout en lui disant de répondre à la question avec la première chose qui lui vient à l'esprit. Esla le bloque et répond qu'elle est la héroïne protectrice de Manara et la servante du roi Takuto, ce qui énerve Flamin. Il réalise soudainement que la raison pour laquelle il déteste instinctivement Esla est qu'elle a choisi de servir son roi de son plein gré et qu'elle en est fière. Esla comprend également sa situation maintenant, et elle lui demande s'il n'est qu'une marionnette contrôlée par le seigneur démon. Flamin ne peut nier cette accusation et libère toute sa puissance, déclarant que s'il parvient à tuer tout le monde ici, il sera libéré du contrôle du seigneur démon. Il crée une colonne de flammes qui atteint le ciel et l'envoie sur Esla. Elle tente de l'esquiver, mais l'attaque de flammes la suit jusqu'à ce qu'elle la touche. Flamin se réjouit d'avoir remporté le combat, mais il est choqué de voir qu'Esla s'est protégée en enveloppant son corps dans un cocon. Elle provoque le démon, lui demandant si c'est tout ce dont il est capable, et il lui lance des épées de feu. Esla les esquive toutes, puis Flamin se retrouve soudainement à court de mana après avoir lancé toutes ses attaques. Esla lui inflige des dégâts, et Flamin se souvient que le seigneur démon avait dit qu'il serait libre s'il conquit ce monde et l'offrait à une certaine entité. Flamin réalise qu'il n'a fait que jouer le rôle de sa marionnette et qu'il va maintenant mourir sans avoir obtenu quoi que ce soit. Esla tranche son corps en deux, et Takuto l'appelle immédiatement pour la féliciter de sa victoire. Il lui demande de retourner immédiatement dans la capitale, et alors qu'Esla lui dit qu'elle vient de passer au niveau supérieur après avoir remporté le combat, l'appel prend fin brusquement. Esla et Takuto se rendent compte qu'ils ne peuvent plus communiquer entre eux, et l'instant d'après, Esla trouve les jumeaux devant elle. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, car ils étaient avec Takuto il y a quelques instants, et Esla panique en pensant qu'ils sont en danger. Elle ordonne à ses larves de protéger les jumeaux, ignorant que Flamin est toujours en vie. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.
Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.